L'horloge murale indiquait un peu plus de 15 heures. En écoutant la respiration régulière et rythmée de mon fils adolescent, Tyler, endormi dans son lit d'hôpital, j'expirais profondément. Le cauchemar qui avait commencé la nuit précédente commençait enfin à s'apaiser. Maman, mon ventre me fait horriblement mal. Le simple fait de me souvenir de Tyler gémissant d'agonie à minuit fit refluer le sang de mon visage. J'avais d'abord cru à une grave gastro-entérite, mais sa sueur anormale et sa peau pâle m'avaient dit le contraire. Je n'avais pas hésité à appeler le 911. Une rupture de l'appendice. Le diagnostic du médecin des urgences était froid et urgent. Chaque seconde comptait. Il l'avait emmené d'urgence en salle d'opération, me laissant attendre seul sur une chaise en plastique dure dans un couloir glacial jusqu'à l'aube. Fixant la lumière rougeoyante au-dessus des portes de la salle d'opération, je priais le Dieu qui m'écoutait, suppliant encore et encore pour la vie de mon fils. Pendant ces heures d'angoisse, j'appelais mon mari, Richard, des dizaines de fois. La sonnerie ne faisait que résonner dans le vide à mon oreille. Fixant son nom sur l'écran lumineux de mon téléphone, je frottais mes mains gelées l'une contre l'autre. Richard était le PDG d'une entreprise technologique de taille moyenne à Chicago. Il voyageait souvent et son absence de la maison n'avait rien de nouveau. Cependant, même avec notre mariage devenu aussi froid et distant, le fait qu'il ne lise même pas mes SMS concernant son propre fils luttant pour sa vie me remplissait d'un désespoir profond et étouffant. Après le succès de la chirurgie, Tyler fut transféré dans une chambre de récupération standard. Je descendis au service de facturation du premier étage pour régler les formalités d'admission, le dépôt requis et les frais supplémentaires pour une chambre individuelle. Je sortis la carte de crédit familial portant le nom de Richard. En tant que mère au foyer, j'avais reçu l'ordre strict de Richard de n'utiliser que cette carte pour toutes les dépenses du ménage. Il ne m'avait jamais permis de détenir de l'argent liquide. C'est moi qui gagne l'argent, donc c'est moi qui le gère. Tu vis de mon travail acharné, alors ne dépense pas un seul centime négligemment. C'était sa phrase préférée. Mais alors que l'employé passait la carte dans la machine, son visage s'assombrit d'une sympathie embarrassée. Madame, il semble que cette carte ait été bloquée. C'est impossible. Je suis loin de la limite de crédit. Non, ce n'est pas un problème de limite. Le code d'erreur indique une restriction temporaire placée manuellement par le titulaire principal du compte. Le titulaire principal du compte. Cela signifiait que Richard avait délibérément bloqué ma carte. Je sentis une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Pourquoi couperait-il mon accès à l'argent à ce moment précis, alors que notre fils était hospitalisé et que de l'argent était urgemment nécessaire? C'était beaucoup trop malveillant pour être une simple coïncidence. Je suis tellement désolé. Laissez-moi essayer de recontacter mon mari. Mon visage brûlait d'humiliation alors que je fuyais pratiquement le comptoir de facturation. En sortant dans la cour tranquille de l'hôpital, je composai à nouveau le numéro de Richard. La voix robotique du message automatique m'informa froidement que le téléphone était soit éteint, soit hors de portée. Nous étions mariés depuis 20 ans. Richard avait toujours été un homme fier, mais depuis qu'il avait repris l'entreprise laissée par mon défunt père et s'était assis dans le fauteuil de PDG, son arrogance était devenue hors de contrôle. Qui penses-tu qui nourrit cette famille? C'était son mantra quotidien à la maison. Il me traitait comme une bonne à tout faire. Quant à Tyler, Richard ne lui offrait aucun amour paternel, seulement une pression écrasante, le traitant constamment comme un héritier défectueux de son trône d'entreprise. Malgré cela, j'avais désespérément tout enduré pour maintenir la paix. Je m'inquiétais des ragots du quartier, mais surtout, je voulais simplement maintenir un foyer calme et stable jusqu'à ce que Tyler obtienne son diplôme de fin d'études secondaires. Renonçant à son téléphone portable, je composai la ligne directe du bureau du PDG à l'entreprise. Après 3 sonneries, Marcus Thorne, le chef de cabinet, répondit. Marcus était l'une des rares personnes dignes de confiance restées dans l'entreprise, un homme qui avait dédié sa vie à la société depuis l'époque de my défunt père. Bureau du PDG. Marcus à l'appareil. Marcus, cela fait un moment. C'est Eleanor. En fait, Tyler a eu une urgence médicale hier soir et a été hospitalisé. J'ai désespérément besoin de joindre Richard. Est-il là? Pour une raison quelconque, l'homme au bout du fil s'étrangla sur ces mots. Eleanor Tyler est à l'hôpital? C'est terrible. Est-ce qu'il va bien? L'opération a réussi. Oui, il récupère.
Mais je n'arrive pas à joindre mon mari. Et pour une raison quelconque, ma carte de crédit familiale a été bloquée. Je suis bloqué ici. J'entendis Marcus inspirer brusquement. Monsieur Vance a bloqué votre carte? Oui. Avez-vous une idée d'où il se trouve en ce moment? Marcus tomba dans un profond silence. Ce n'était pas le genre de silence qui signifiait simplement que le patron était sorti. C'était une pause lourde, étouffante, le genre qui cache une vérité dévastatrice. Eleanor, je suis tellement incroyablement désolé de vous dire cela. Marcus baissa la voix, vérifiant visiblement ses environs avant de parler. Monsieur Vance n'est pas au bureau aujourd'hui. Il est parti à midi avec Chloé Brentwood du département marketing. Ils se sont rendus dans une salle de banquet à l'hôtel Grand Aster. Chloé Brentwood, je connaissais ce nom. C'était une cadre marketing de 32 ans, très tape à accent grave-l'œil, de l'entreprise de Richard. Les rumeurs selon lesquelles elle était la préférée du PDG et bénéficiait d'un traitement spécial étaient même parvenues à mes oreilles. Une salle de banquet? Est-ce qu'il reçoit des clients? Demandai-je. Marcus semblait physiquement souffrir en répondant. Non, c'est une fête complètement privée. J'ai entendu dire qu'il avait loué toute la salle de bal pour célébrer l'anniversaire de Chloé. Mon esprit devint complètement blanc. Pendant que notre fils se tordait de douleur, oscillant entre la vie et la mort sur une table d'opération, mon mari louait une salle de bal d'hôtel de luxe pour célébrer l'anniversaire de sa jeune maîtresse. Et pour s'assurer que je ne puisse pas interférer, il avait délibérément bloqué la carte que j'utilisais pour survivre. Marcus, peux-tu m'envoyer par SMS le nom exact du lieu? Demandai-je, ma voix étant étonnamment froide et étrangement calme. Après avoir raccroché, j'ouvris le navigateur internet de mon téléphone et cherchai les comptes de médias sociaux publics de Chloé Brentwood. Tout en haut de son profil se trouvait une publication mise à jour il y avait à peine une heure. Le meilleur anniversaire de ma vie. Mon homme incroyable a loué toute la salle de bal du Grand Aster juste pour moi. Il a même bloqué la carte de crédit de sa femme aujourd'hui, pour que je sache qu'il n'aime que moi. Je vais suivre cet homme pour le reste de ma vie. Sous la légende se trouvait la photo d'une jeune femme souriante tenant une coupe de champagne en cristal, son bras enroulé étroitement autour du cou de Richard. Derrière eux, des arrangements floraux somptueux et la ligne d'horizon scintillante de Chicago remplissaient le cadre. Au moment où je vis cette photo, quelque chose à l'intérieur de mon cœur se brisa complètement et de manière irréversible. Ce fut un bruit physique dans mon esprit. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas de la rage. C'était le bruit d'une résolution froide, impitoyable et absolue qui se mettait en place. Debout dans le vent glacial de la cour de l'hôpital, je fixai l'écran lumineux. Si c'est comme ça que tu veux jouer, je ne te montrerai absolument aucune pitié, chuchotai-je dans l'air vide. J'ouvris mes contacts et commençai à chercher un numéro spécifique. C'était un numéro que je n'avais jamais utilisé en 20 ans. Un ultime atout que mon défunt père m'avait laissé, un atout que j'avais juré de ne jamais toucher au nom de la paix familiale. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital de Tyler avait le gris nuageux et lourd d'un hiver de Chicago. Regardant le visage endormi de mon fils, toujours relié à une perfusion, je serrai mes mains gelées en poings fermés. Pourquoi ai-je enduré cela si longtemps? Ma voix tranquille se dissipa dans le silence de la chambre d'hôpital. La réalité que mon mari avait bloqué ma carte de crédit et loué un hôtel pour sa jeune maîtresse me sautait maintenant aux yeux. En réalisant cela, je maudis violemment mon passé. J'avais passé 2 décennies à me convaincre que maintenir la paix et préserver l'illusion d'une famille était la bonne réponse. Tout cela pourquoi? J'avais 28 ans et Richard en avait 32 lorsque nous nous sommes mariés. À l'époque, Richard n'était qu'un cadre moyen sérieux et travailleur dans l'entreprise technologique que mon père avait bâtie à partir de rien. C'était un homme maladroit qui fonctionnait à la sincérité plutôt qu'à l'ambition aveugle, ne se plaignant jamais de travailler tard. C'est ce qui m'avait attiré chez lui. Je ne mérite pas une femme comme votre fille, monsieur, mais je jure que je passerai ma vie entière à la rendre heureuse. Je me souviens encore vivement de Richard inclinant la tête, transpirant nerveusement, lorsqu'il avait demandé ma main à mon père. À l'époque, je croyais vraiment qu'il n'y avait aucun mensonge dans ses paroles. Les premières années de notre mariage furent incroyablement paisibles. Quand Tyler est né, nous vivions tous les 3 dans un modeste appartement. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais notre maison était toujours remplie de rire. Mais les engrenages de notre vie commencèrent à glisser il y a 10 ans. Mon père,
le PDG de l'entreprise, s'éteignit soudainement d'une crise cardiaque. Avant même que nous puissions digérer notre chagrin, l'entreprise fit face à une crise de succession. Mon père avait grandement estimé le travail acharné de Richard de son vivant, et le conseil d'administration convint qu'il était tout naturel que le gendre du fondateur prenne les rênes. C'est ainsi qu'à 42 ans, Richard devint le PDG de la deuxième génération de l'entreprise de mon père. On dit que l'argent et le pouvoir changent une personne, et Richard en était la preuve vivante. Dès l'instant où il s'assit dans le fauteuil de PDG et goûta à l'autorité absolue et à une richesse massive, il se métamorphosa en un être humain complètement différent. Les méthodes de ton vieux étaient dépassées. À partir de maintenant, je vais diriger cette entreprise à ma façon. Il me lança ces mots à travers la table du dîner à peine 6 mois après sa prise de fonction. Au début, j'essayais de me convaincre que c'était simplement le stress du travail qui le rendait défensif. Mais l'attitude de Richard devint plus arrogante de jour en jour. Il écarta systématiquement les cadres vétérans et fidèles qui avaient soutenu mon père, les remplaçant par de jeunes sycophantes dociles qui louaient chacun de ses gestes. Chloé Brentwood était visiblement l'un d'entre eux. Son attitude envers moi à la maison devint froide comme de la glace. Je me bats là-bas tous les jours, portant sur mes épaules le gagne-pain de centaines d'employés. Qu'est-ce que tu fais exactement, toi, à rester assise à la maison toute la journée? Si j'osais exprimer le moindre désaccord avec lui, Richard fronçait les sourcils et me fusillait du regard avec un dégoût absolu. Il prit le contrôle total de nos finances. Un jour, il me força à transférer chaque dollar de mon compte courant personnel vers un nouveau compte qu'il contrôlait, me tendant en retour cette unique carte de crédit familiale. Une femme au foyer n'a pas besoin d'argent liquide. Mets les courses sur cette carte. Les alertes de transactions arrivent directement sur mon téléphone, donc si tu gaspilles mon argent, je le saurai immédiatement. C'était une vie sous surveillance constante. Si j'achetais des fruits biologiques légèrement plus chers au supermarché, il ricanait et demandait « Qui penses-tu qui te permet de si bien manger ?» Je commençais à hésiter, même pour aller chez le coiffeur. Lentement mais sûrement, je tuais mes propres émotions juste pour survivre. Mais il y avait 2 raisons bien distinctes pour lesquelles j'avalais le mot divorce et endurais ces abus en silence. La première était Tyler. Depuis qu'il était tout petit, Tyler était un garçon doux et sensible. Richard le traitait durement, aboyant constamment « Tu es mon héritier. Arrête de pleurnicher et obtiens d'excellentes notes. » Il ne montrait jamais au garçon une once d'affection paternelle. Si je défiais Richard et réclamais le divorce, ses ressources financières massives et son statut social signifiaient que je perdrais probablement la bataille pour la garde. Je refusais absolument de laisser Tyler seul entre les griffes d'un homme aussi impitoyable. Je jurais de servir de bouclier à mon fils jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de fin d'études secondaires et devienne adulte. La seconde raison pour laquelle j'endurais tout cela était pour l'entreprise que mon père avait laissée et les employés qui y travaillaient. Des personnes comme Marcus, le chef de cabinet, qui venait de me dire la vérité, étaient toujours là par loyauté envers mon père. Il y avait des gens qui enduraient la direction toxique de Richard uniquement pour protéger l'héritage de mon père. Je me convainquais que si je faisais un scandale et faisais tomber le PDG, cela ne ferait du tort qu'à ses employés fidèles. En y repensant maintenant, je réalisais que j'utilisais des excuses pratiques pour fuir la réalité. Combien mon endurance avait été insignifiante et insensée. En regardant le visage pâle de Tyler alors qu'il bougeait inconfortablement dans son lit d'hôpital, des larmes coulèrent enfin, chaudes et silencieuses, sur mes joues. Quand mon fils criait de douleur, transpirant d'agonie au milieu de la nuit, je ne savais même pas que ma carte était bloquée. Je ne savais pas que mon mari était enfermé dans un hôtel de luxe avec sa maîtresse. J'avais juste paniqué, impuissante. Et si cet hôpital avait une politique stricte refusant l'opération sans un paiement initial? Et si Tyler avait commencé à pleurer et à réclamer son père avant d'entrer en salle d'opération? Qu'est-ce que je lui aurais dit? Ma croyance selon laquelle endurer les abus protégerait ma famille était une illusion complète. Tout ce que j'avais fait, c'était encourager l'arrogance de Richard, permettre à sa maîtresse de se moquer de moi et me réduire à une mère impuissante qui ne pouvait même pas garantir la sécurité de son fils en cas de crise. J'arrête cela. Enveloppant de mes 2 mains celles, froides, de Tyler, je prononçai ces mots clairement dans la pièce vide. Je ne laisserai plus cet homme contrôler ma vie ou celle de mon fils une seconde de plus. Il ne restait pas une seule goutte de tristesse en moi. Au lieu de cela, une détermination froide, tranchante comme un rasoir et absolue s'embrasa profondément dans ma poitrine. Il y a 20 ans,
juste avant que j'épouse Richard, mon père m'avait remis une lourde enveloppe Kraft. Eleanor, Richard est un bon jeune homme, mais la richesse et le pouvoir absolu peuvent changer les gens. Garde cela précieusement pour pouvoir te protéger si le pire devait arriver. Et ne dis absolument rien à Richard à ce sujet. Je comprenais le poids déchirant des paroles de mon père. J'avais gardé cette enveloppe cachée dans le double fond du bureau en acajou antique de mon père à la maison, priant pour que le jour ne vienne jamais où je devrais l'ouvrir. J'avais désespérément voulu croire que nous pourrions rester une famille unie et paisible. Mais il n'y avait plus aucune raison d'hésiter. Je pris une profonde inspiration et regardai le numéro de téléphone que j'avais sorti de mes contacts. C'était Harrison Caldwell, l'avocat d'affaires chevronné en qui mon père avait une confiance aveugle. À ce moment-là, mon smartphone vibra brièvement dans ma main. C'était un SMS de suivi de Marcus. Il contenait une vérité encore plus horrifiante qu'il n'avait pas pu exprimer de vive voix au téléphone. Eleanor, je ne pouvais pas le dire tout à l'heure, mais Monsieur Vance a ordonné au département comptable de faire passer l'intégralité du coût de la fête d'anniversaire à l'hôtel de Chloé comme une dépense professionnelle de l'entreprise. Et ce n'est pas tout. Il prévoit également de liquider le plan d'épargne universitaire 529 de Tyler le mois prochain. Dès l'instant où je lus le reste du message, je sentis ma tension artérielle grimper violemment. Il ne s'agissait pas seulement des fonds de l'entreprise pour sa maîtresse. Richard s'apprêtait à brader l'avenir de son propre fils juste pour faire plaisir à cette femme. Je ne te le pardonnerai jamais. Dans la pénombre de la chambre d'hôpital, je serrai mon téléphone si fort que mes articulations devinrent blanches. Ma contre-attaque allait commencer ici, maintenant. Liquider le plan d'épargne universitaire 529 de Tyler. Je traçais les mots sur l'écran encore et encore. À chaque lecture, une lame froide s'enfonçait plus profondément dans mon cœur. Ce fonds universitaire était quelque chose que Richard et moi avions mis en place ensemble le jour de la naissance de Tyler, en tenant ses toutes petites mains dans la maternité. Nous allons donner à ce gamin une vie bien meilleure que la nôtre, Eleanor. Assurons-nous d'être prêts à le soutenir, peu importe ce qu'il veut devenir. Le Richard de l'époque avait vraiment le visage doux d'un père aimant. Mais l'argent que j'avais méticuleusement économisé en rognant sur notre budget d'épicerie au fil des ans avait été entièrement saisi par Richard lorsqu'il avait exigé le contrôle total de nos finances. Le fait qu'il tente maintenant de liquider cet argent sacré destiné à l'éducation universitaire de notre fils pour financer le style de vie somptueux de sa maîtresse consumait le moindre fragment microscopique d'affection que j'avais encore pour mon mari. En y réfléchissant, le comportement de Richard ces dernières années avait été parsemé de signaux d'alarme flagrants. C'est mon argent. Je le dépense comme je veux. C'était devenu sa phrase préférée. Quand Tyler était au collège, il avait un jour rapporté un test de mathématiques, nous montrant fièrement qu'il avait obtenu la 3e meilleure note de sa classe. Richard avait à peine levé les yeux de son iPad, sa voix dégoulinant de glace, 3e ne signifie rien si tu n'es pas au sommet. Quand j'avais ton âge, j'étais toujours numéro 1. Tu as mon sang dans les veines, alors pourquoi es-tu si stupide? Tu ne vaux même pas l'investissement. Je n'oublierai jamais la façon dont les petites épaules de Tyler avaient tremblé alors qu'il cachait discrètement sa feuille de test derrière son dos, fixant le sol. Pour Richard, notre fils n'était rien de plus qu'une propriété, ou peut-être un subordonné défectueux. Ces derniers mois, le comportement de Richard avait dégénéré de manière incontrôlable. Il passait presque tous ses week-ends hors de la maison, prétendant qu'il avait des retraites de golf exécutives obligatoires ou des événements de réseautage hors de l'État. À chacun de ses retours, ses costumes sur mesure au nez repuaient un parfum bon marché, écœurant de douceur, que je ne porterai jamais. Quand je mentionnais timidement l'odeur un soir, je me souviens encore du regard glacial qu'il m'avait lancé. Une femme au foyer ignorante comme toi ne comprendra jamais, mais un PDG doit recevoir des clients dans des clubs haut de gamme du centre-ville. Cela fait partie du travail. Ne m'épuise pas avec ta jalousie pathétique. Il m'avait regardé comme si j'étais un insecte. Depuis lors, il avait placé des codes d'accès complexes sur son téléphone et avait commencé à l'emporter avec lui dans la salle de bain et sous la douche. Alors que j'étais assise dans la chambre d'hôpital silencieuse à me remémorer ses humiliations, mon téléphone vibra à nouveau. Le nom sur l'écran affichait Béatrice Vance. Béatrice était la mère de Richard. C'était une femme profondément orgueilleuse qui valorisait le statut social et l'image publique de son fils aîné par-dessus tout. Allô, Eleanor. J'ai entendu dire que Tyler était à l'hôpital. Est-ce vrai?
Sa voix ne portait pas une seule once de chaleur ou de préoccupation de grand-mère. Elle semblait tout à fait dérangée, comme si un désagrément était survenu. Oui, il a été transporté d'urgence aux urgences hier soir en proie à une agonie absolue. Il a dû subir une opération d'urgence pour une rupture de l'appendice. Oh, s'il te plaît, arrête d'exagérer. C'est un garçon en pleine croissance. Il avait probablement juste un mal de ventre. Appeler une ambulance, as-tu une idée de la mauvaise image que cela donne de notre famille si les voisins commencent à cancaner? Je n'exagère pas, Béatrice. C'était une situation de vie ou de mort. Il est toujours sous perfusion. Quand j'élevais légèrement la voix, ma belle-mère ricana bruyamment au téléphone. C'est ce qui arrive parce que tu fais un travail terrible pour gérer son alimentation. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu n'as pas harcelé Richard avec des dizaines d'appels téléphoniques. Il porte toute l'entreprise sur ses épaules en ce moment. C'est une période cruciale pour lui. Hier soir encore, il s'est fait livrer une boîte de chocolats artisanaux importés chez moi. Il a dit qu'une de ces brillantes femmes cadres les avait choisis pour moi. Elle semble être une jeune femme vraiment attentive et distinguée, contrairement à toi. La femme d'un vrai PDG sait comment gérer les problèmes domestiques par elle-même sans se mettre en travers du chemin de son mari. Une brillante femme cadre. Un frisson froid me parcourut l'échine. Béatrice était-elle au courant pour Chloé Brentwood? Même si elle ne s'était jamais rencontrée en personne, il était fort probable que Richard utilise Chloé pour marquer des points auprès de sa mère, la présentant comme son bras droit idéal. Béatrice avait toujours éprouvé du ressentiment face au fait que Richard se soit marié dans ma riche famille et ait obtenu sa position grâce à mon père. Une fois mon père décédé et Richard devenu PDG, l'attitude de Béatrice envers moi était passée instantanément d'une fausse douceur à une hostilité ouverte. Béatrice, Tyler est aussi le fils de Richard. Plus important encore, ma carte de crédit familial a été soudainement bloquée, et je ne peux même pas payer l'admission de Tyler ou sa chambre. Je suis complètement bloqué. Même lorsque je lui exposais les faits, le ton de Béatrice ne s'adoucit pas. Eh bien sûr qu'elle est bloquée. Tu gaspilles constamment l'argent durement gagné de Richard. Je suis sûr qu'il a enfin perdu patience avec toi. Même si c'était l'entreprise de ton père, le talent brillant de Richard est la seule raison pour laquelle elle est encore debout aujourd'hui. Apprends à rester à ta place, Eleanor. Si tu as tellement besoin d'argent pour l'hôpital, pourquoi ne te débrouilles-tu pas avec les quelques miettes que ta famille t'a laissées? L'appel fut brusquement coupé, me laissant un signal occupé qui résonnait à mon oreille. Les quelques miettes que ma famille m'avait laissées. Béatrice ne savait pas que Richard avait saisi de force jusqu'aux petites économies personnelles que mon père m'avait laissées, prétendant que les couples mariés devaient consolider toute leur richesse. Je verrouillai doucement mon téléphone et regardai une fois de plus le visage endormi de Tyler. Maman va rentrer à la maison un petit moment, mon chéri. Je reviens tout de suite, chuchotai-je à mon fils endormi, puis je demandai une autorisation de sortie temporaire aux infirmières. J'avais désespérément besoin de retourner dans notre maison de Winnetka pour préparer un sac de voyage avec des vêtements de rechange, des affaires de toilette et des articles de première nécessité pour le séjour à l'hôpital. Prenant un taxi depuis l'hôpital, j'arrivai dans notre vaste domaine situé dans la banlieue calme et aisée. En ouvrant la lourde porte d'entrée en chêne, l'air glacial de la immense demeure effleura mes joues. Cette maison était bien trop grande pour 3 personnes, et à un moment donné, elle avait perdu toute sa chaleur, se transformant en une boîte froide et vide où nous ne revenions que pour dormir. Après avoir emballé les affaires de Tyler dans un sac de voyage dans sa chambre, je m'arrêtai dans le couloir. Mes yeux se fixèrent sur la porte tout au bout du couloir, le bureau personnel de Richard. Tyler et moi avions l'interdiction stricte de mettre un pied dans cette pièce. Richard prétendait toujours qu'elle abritait des secrets d'entreprise hautement confidentiels. La lourde porte était généralement sécurisée par un pêne dormant. Mais aujourd'hui, comme attiré par un aimant invisible, je me tins devant elle et posai ma main sur la poignée en laiton froide. Clic. La porte s'ouvrit. Dans sa hâte de se rendre à la fête d'anniversaire de sa maîtresse, Richard avait commis une erreur fatale et arrogante. Il avait oublié de la verrouiller. La pièce était sombre et sentait légèrement la poussière. Les massives étagères en acajou qui tapissaient les murs étaient remplies de manuels d'économie complexes et de biographies d'affaires qui n'avaient manifestement jamais été ouverts, de simples décorations pour lui donner l'air d'un grand intellectuel. Sans hésiter, je me dirigeai directement vers son lourd bureau de direction. Si ce que Marcus disait à propos du fonds universitaire était vrai, les documents devaient se trouver ici.
Je pris une profonde inspiration et tirai le premier tiroir, des fournitures de bureau et des cartes de visite. Le deuxième tiroir contenait des dossiers généraux de l'entreprise. Puis je regardai le tiroir du bas, très profond. Il était toujours sécurisé par une serrure intégrée. Mais aujourd'hui, c'était différent. Une petite clé argentée avait été laissée négligemment dans la serrure. Avec des doigts tremblants, je tirai lentement le lourd tiroir. À l'intérieur, un épais agenda en cuir noir avait été jeté négligemment sur le dessus. Je le pris et l'ouvris. Glissé entre les pages se trouvaient plusieurs documents. Le premier était effectivement le formulaire de demande de liquidation du plan d'épargne universitaire 529 de Tyler. La signature de Richard et le tampon officiel du notaire y figuraient déjà. Le deuxième document portait le logo familier du courtier immobilier de notre entreprise. C'était un contrat de location d'un penthouse de luxe dans le quartier exclusif de River North à Chicago. Le garant payant le loyer était Sterling Tech Solutions, mais le nom imprimé sous la section du résident principal me fit douter de mes propres yeux, Chloé Brentwood. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour louer un penthouse de luxe pour sa maîtresse sous le couvert d'une dépense de société. Liquidait-il le fonds universitaire de son propre fils pour acheter des meubles italiens haut de gamme pour leur nid d'amour? Mais ce fut le troisième élément, un vieux livret de relevé bancaire usé caché tout au fond du tiroir, qui fit refluer complètement le sang dans mes veines. Le nom imprimé sur le devant du livret était Eleanor Sterling, mon nom de jeune fille. Mais je n'avais absolument aucun souvenir d'avoir ouvert un compte dans cette banque spécifique. Depuis que je vis en tant que mère au foyer, le seul accès à l'argent que j'avais était cette unique carte de crédit familiale. Les mains tremblantes, j'ouvris le livret. Ligne après ligne, des transactions incroyables me fixaient. Des centaines de milliers de dollars étaient régulièrement déposés pour être immédiatement retirés. La source de ces dépôts massifs, le fonds fiduciaire irrévocable que mon père m'avait laissé exclusivement en mon nom à sa mort. Richard avait prétendu que mes compétences financières étaient trop faibles, me piégeant pour obtenir ma signature et mes documents d'héritage originaux, affirmant qu'il gérait notre patrimoine ensemble. En réalité, il avait secrètement créé un nouveau compte en mon nom, y avait vidé l'héritage durement gagné de mon père et en siphonné l'argent, et dans la section mémo de transactions à côté des retraits massifs, un nom était clairement imprimé, CHLOEBRENTWOOD. Ma vision devint littéralement rouge. Richard traitait le sang, la sueur et les larmes que mon père avait versées dans le travail de sa vie comme une fontaine d'argent infinie pour divertir sa jeune maîtresse. Une fureur froide, écrasante et absolue prit le contrôle total de mon corps, balayant tout reste de tristesse. Je sortis mon smartphone et coupai le son de l'obturateur de l'appareil photo. Je pris des photos d'une netteté cristalline et parfaitement cadrée de chaque page des relevés bancaires, de la demande de liquidation du fonds universitaire et du contrat de location du penthouse. Je m'assurai absolument que chaque lettre et chaque chiffre soient lisibles. Pas une seule larme ne coula. Mes mains ne tremblaient plus. Ce qui m'animait maintenant n'était pas le désespoir d'une épouse trahie, mais la rage sourde et océanique d'un être humain dont l'héritage du père et l'avenir du fils avaient été piétinés avec des bottes boueuses. Après avoir capturé toutes les preuves, j'ouvris à nouveau mon téléphone et fis défiler les publications de Chloé Brentwood sur ses réseaux sociaux en remontant de plusieurs mois. J'y découvris un cimetière numérique de vanités hideuses et de publications obsessionnelles de moqueries dirigées contre moi, l'épouse légitime. La femme du PDG porte encore des chiffons bon marché à la caisse du supermarché aujourd'hui. Lol. Il m'a dit qu'il ne supportait même plus de regarder une femme aussi misérable et ringarde. C'est moi sa vraie femme. Date sushi dans le Lop aujourd'hui. Il a dit qu'il refusait de toucher à cette vieille bique périmée avec une perche de 3 mètres. Elle ne fait que parasiter son argent. Bientôt emménagement dans notre nouveau penthouse payé par l'entreprise. Il a un fils qui est un parasite inutile, mais il m'a promis qu'il le foutrait à la porte dès qu'il obtiendrait son diplôme. Hâte d'être une vraie famille. Rien que nous deux. Parasite inutile. Au moment où je lus ces mots, le tout dernier fragment microscopique de chaleur que je gardais pour Richard se brisa en poussière. Se moquer de moi était une chose. Me mépriser en tant que femme au foyer ignorante en était une autre. Mais Richard et cette femme traitaient Tyler, qui luttait actuellement contre une douleur atroce seul dans un lit d'hôpital froid, comme la risée de tous. Richard, qui était censé être son père, promettait à sa maîtresse de jeter son propre fils à la rue. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Ma voix était d'un calme terrifiant dans le bureau sombre et vide. Soudain, mon téléphone vibra dans ma main. L'écran afficha le nom de mon mari.
Je pris une profonde inspiration, éliminai toute émotion de mon visage et décrochai. « Allô, où diable es-tu » La voix forte et furieuse de Richard agressa instantanément mon oreille. « J'ai entendu dire que tu as appelé Marcus au bureau et que tu as fait un scandale. Ne t'ai-je pas répété 1 million de fois de ne pas déranger le bureau avec tes pitoyables problèmes domestiques quand je reçois des clients cruciaux ?» Il mentait sur le fait de recevoir des clients sans la moindre hésitation, sa voix dégoulinant d'arrogance et dénuée de la moindre once de culpabilité. Je ne changeai pas de ton, répondant calmement, ce n'était pas un problème domestique pitoyable. Tyler a été transporté d'urgence aux urgences hier soir pour une rupture de l'appendice. Il a subi une opération d'urgence et est toujours hospitalisé. Il aurait pu mourir. Je t'ai appelé des dizaines de fois, mais tu n'as jamais répondu. Richard s'étrangla sur ces mots pendant une fraction de seconde, mais immédiatement, je l'entendis claquer de la langue d'un air profondément agacé. Bon, et alors, est-ce qu'il est mort? Il va bien maintenant, non? Arrête d'exagérer. Tu l'as toujours couvé. Dis-leur de se comporter en homme et de gérer la douleur. Je suis à un tournant crucial pour l'avenir de l'entreprise en ce moment. Ne viens pas interférer avec mes affaires pour un mal de ventre de gamin. La carte de crédit familial est bloquée. Je ne peux pas payer les frais d'hôpital, déclarai-je froidement. Richard laissa échapper un rire cruel et grinçant. Bien sûr qu'elle est bloquée. J'ai remarqué que tu as gaspillé trop d'argent ces derniers temps, alors je t'ai coupé les vivres pour te donner une leçon. Si tu n'as pas d'argent, va vendre les bijoux vintage de ta défunte mère pour payer la facture. Écoute-moi bien. Je prends l'avion pour un voyage d'affaires demain. Débrouille-toi toi-même pour la sortie de l'hôpital. Compris? Je comprends, répondis-je brièvement. Réfléchis bien à ton comportement, cracha Richard avant de raccrocher brutalement. Sa maîtresse était plus importante que la vie de son fils. C'était la réponse finale que l'homme avec qui j'avais passé 20 ans venait de me donner. Je fixai l'écran noir de mon téléphone. Richard faisait un calcul erroné et fatal. Il croyait sincèrement que j'étais une femme impuissante, économiquement paralysée, qui n'avait d'autre choix que de ramper et de s'accrocher à lui. Il pensait être le maître absolu de notre univers. Je remis le tiroir à l'état exact, au millimètre près, dans lequel je l'avais trouvé. L'angle de la clé, l'ordre des documents, la position de l'agenda, tout était parfait pour que Richard ne soupçonne jamais rien. Je ramassai le sac de voyage contenant les vêtements de Tyler et sortis du bureau. Mais je ne me dirigeai pas vers la porte d'entrée. Au lieu de cela, je marchai vers le fond de la propriété, dans l'ancien bureau privé de mon défunt père, une pièce que nous avions préservée exactement telle qu'il l'avait laissée. Je m'approchai de son lourd bureau en acajou antique. « Papa, je suis tellement désolé. J'étais tellement obsédé par l'idée de préserver l'illusion d'une famille que j'ai complètement oublié ce que je devais réellement protéger. » Chuchotant dans mon cœur, je glissai ma main sous le bureau et pressai un loquet caché que mon père m'avait montré des décennies plus tôt. Un petit tiroir secret s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la lourde enveloppe Kraft usée qu'il m'avait remise juste avant mon mariage. « Eleanor, garde cela précieusement pour pouvoir te protéger si le pire devait arriver. » Sa voix résonna de manière vivante dans mon esprit. Les mains tremblantes, je brisai le seau de cire de l'enveloppe et en sortis une épaisse pile de documents juridiques. Au moment où mes yeux parcoururent les caractères juridiques gras de la toute première page, j'en oubliai de respirer. Rédigé en termes juridiques absolus et indéniables figurait la véritable identité de l'entité suprême qui contrôlait l'entreprise à la tête de laquelle Richard trônait. Mon mari n'en avait aucune idée. Il pensait avoir conquis le monde grâce à son propre génie au cours des 20 dernières années. Il ne réalisait pas qu'il dansait dans la paume de la main de mon défunt père depuis le début. Enfouissant les documents de mon père tout au fond du sac de voyage, je me précipitai à l'hôpital. En poussant la porte de la chambre, l'odeur âcre d'antiseptique et le bip rythmé et stérile du moniteur cardiaque m'accueillirent. Tyler, désormais réveillé de l'anesthésie, m'appela d'une voix fragile. « Maman. »« Tyler, ça va? Tu as mal quelque part? Tu as soif ?» Je me précipitai à son chevet. Tyler hocha faiblement la tête, semblant légèrement soulagé, mais presque immédiatement, son visage pâle se tourna vers la porte, ses yeux cherchant quelqu'un. « Est-ce que papa vient ?» Ces mots me transpercèrent violemment le cœur. Endurant la douleur atroce d'un organe rompu et la terreur d'être transporté dans un bloc opératoire glacial, ce garçon cherchait son père. Peu importe à quel point Richard était froid et violent,
Pour Tyler, il restait son unique papa. Papa est au milieu d'une négociation massive pour l'entreprise en ce moment. Mais quand je lui ai dit que ton opération était un succès, il a été tellement soulagé. Je proférais un mensonge qui me donna envie de vomir physiquement. Si je lui disais la vérité, à savoir que pendant qu'il souffrait, son père louait une salle de bal d'hôtel pour sa maîtresse, cela briserait définitivement le cœur de ce garçon. Oh, si c'est pour le travail, alors on n'y peut rien. Tyler baissa les yeux tristement, serrant fort la couverture. Il avait l'air si terriblement pitoyable que je dus me mordre l'intérieur de la joue pour m'empêcher de pleurer en lui caressant doucement les cheveux. 3 jours passèrent. La convalescence de Tyler se déroula sans encombre. Mais pendant ces 3 jours, Richard ne montra pas son visage à l'hôpital une seule fois. Pas une visite, pas un appel téléphonique, pas même un simple SMS. Pendant ce temps, je parvins à couvrir les frais d'hôpital immédiats et les nécessités quotidiennes en utilisant la petite somme d'argent d'urgence que je gardais cachée ainsi qu'un prêt personnel que j'avais supplié un vieil ami de confiance de m'accorder. L'après-midi du 3e jour, alors que Tyler était enfin capable de manger des aliments solides, mon téléphone vibra pendant que je me reposais à la cafétéria de l'hôpital, l'identifiant de l'appelant affichant le nom de Richard. Je pris une profonde inspiration, enfouissant mes émotions dans la fosse la plus profonde et la plus sombre de mon cœur, et décrochai. Allô, alors, as-tu fini par te calmer? La voix à l'autre bout n'était pas celle d'un père inquiet pour son fils. C'était la voix d'un dictateur tyrannique, convaincu d'avoir réduit son sujet à une soumission totale. Richard avait délibérément coupé le contact pendant 3 jours, attendant que je touche le fond financièrement pour que je revienne ramper en larmes. Me calmer? Que entends-tu par là exactement? Demandai-je calmement. Richard ricana bruyamment. Tu essaies encore de faire la dure? J'ai bloqué ta carte. Il n'y a aucun moyen qu'une femme au foyer inutile comme toi puisse payer des milliers de dollars de factures d'hôpital et de frais de chambre individuels. Je parie que tu t'es humilié au comptoir de facturation. Tu réalises enfin à quel point tu dépends de ma grâce. Je rentre de mon voyage d'affaires aujourd'hui. Est-ce que ma femme est prête à s'excuser? Il était parti en vacances somptueuses avec sa maîtresse tout en terrorisant économiquement sa femme juste pour nourrir son propre complexe de supériorité. Son égoïsme sans fond me donnait le tournis. Si cela avait été la femme que j'étais 3 jours plus tôt, j'aurais crié et pleuré au téléphone, comment peux-tu être si cruel? Tu ne te soucies pas de ton propre fils? Mais aujourd'hui, il ne restait aucune trace de cette femme. S'excuser, exigea Richard. Oui, tu dois t'excuser. Ton attitude envers moi ces derniers temps a été complètement inacceptable. Qui penses-tu qui suçant et ôte tous les jours pour te loger? Si tu te mets à genoux et me demandes pardon quand je rentrerai, je reconsidérerai peut-être le déblocage de la carte. Oh, et pour compenser le stress que tu m'as causé en interférant avec mon travail, je vais vendre cette Mustang vintage que ton vieux a laissée dans le garage. Chaque mot sortant de la bouche de Richard transpirait un mépris profond pour moi et ma famille. Il allait vendre la voiture classique chérie de mon père juste pour canaliser plus d'argent vers sa maîtresse. Je dépassais le stade de la colère et commençais sincèrement à trouver cet homme hilarant. Il n'avait absolument aucune idée que le sol sous ses pieds avait déjà commencé à s'effondrer. Je comprends. Je suis tellement désolé. C'était ma faute. Je forçais ma voix à trembler, jouant le rôle de l'épouse brisée et vaincue. Tu aurais dû savoir rester à ta place et abandonner dès le début. Les femmes doivent simplement se taire et écouter leur mari. Quand l'hôpital le laissera sortir, prends un taxi pour rentrer et prépare mon dîner. Je ne viens pas te chercher. Sur ce, il me raccrocha au nez. Le bip robotique résonna à mon oreille. Je dégageai le téléphone et fixai l'écran. Richard était absolument convaincu d'avoir gagné. Il était ivre de la douce illusion de m'avoir complètement dominé par sa violence financière. Parfait, marmonnai-je pour moi-même. Je vais le laisser nager dans son illusion encore un peu. Plus il pense être haut, plus l'impact sera dur lorsqu'il heurtera le béton. Juste après avoir raccroché, un autre appel arriva. C'était Béatrice, ma belle-mère. Richard avait dû l'appeler immédiatement pour se vanter de m'avoir remise à ma place. Éléanore, je viens d'avoir Richard. As-tu vraiment zéro conscience de ce que représente le rôle d'épouse d'un PDG? Tu gaspilles de l'argent constamment et ensuite tu as l'audace de te rebeller contre lui. Je suis vraiment désolé, Béatrice. Depuis la mort de ton père,
cette entreprise n'a survécu que grâce au pur génie de Richard et à son travail acharné. Arrête de te comporter comme la princesse fille du fondateur et apprends à te soumettre à ton mari. Faire toute une histoire et gâcher le flux de travail de Richard juste parce que ton garçon a eu un petit mal de ventre tu es un échec en tant que mère. Ces mots étaient conçus pour m'ôter impitoyablement ma dignité. Par le passé, son venin m'aurait écrasé, me laissant en sanglots dans mon lit, persuadé d'être une épouse sans valeur. Mais aujourd'hui, je ne flanchais pas. Je savais exactement ce qu'ils faisaient. Leur discours sur le devoir d'une épouse et le statut social n'étaient que des chaînes destinées à me maintenir asservi. Oui, Béatrice, je comprends parfaitement ma place maintenant. Quand je répondis d'une voix d'un calme absolu, Béatrice parut légèrement déstabilisée, mais se reprit rapidement. Tant que tu as compris, cracha-t-elle avant de mettre fin à l'appel. Regardant par la fenêtre de la cafétéria, le vent glacial de Chicago fouettait les arbres nus. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids lourd des documents juridiques cachés au fond de mon sac. Le véritable héritage de mon père, mon pouvoir absolu sur l'entreprise et les preuves numériques de détournement de fonds de Richard. Le décor de ma contre-attaque était presque en place. J'ouvris mes contacts et tapai un numéro. Après quelques sonneries, la personne répondit « Allô. Marcus, je suis tellement désolé de te déranger pendant ton jour de congé. » C'était Marcus Thorne, le chef de cabinet qui devait sa carrière à mon défunt père. « Eleanor, comment va Tyler ? » Il récupère magnifiquement. « Merci, Marcus. Je veux te remercier du fond du cœur de m'avoir dit la vérité il y a 3 jours. » Parlais-je calmement, et Marcus s'étrangla à l'autre bout, sa voix tombant dans un murmure bas et déterminé. « Eleanor, en fait, en plus de ce que je t'ai dit l'autre jour, j'ai découvert plusieurs mouvements financiers hautement suspects orchestrés par Monsieur Vance et Chloé Brentwood. Je ne peux pas mener ce combat seul. J'avais désespérément besoin de te consulter. » Quelle coïncidence, Marcus. J'ai trouvé des choses très intéressantes dans le bureau personnel verrouillé de Richard. C'est vrai? Marcus, peux-tu me retrouver demain après-midi au restaurant près de l'hôpital? Il y a des choses que je dois te montrer, et il y a quelqu'un que je dois te faire rencontrer. Après une brève pause, Marcus répondit avec une farouche détermination, « Je serai là. » Mon mari n'en avait aucune idée. Pendant qu'il riait de moi au téléphone, absolument certain d'avoir brisé mon esprit, son cadre le plus fiable et sa femme prétendument impuissante étaient en train de poser les charges explosives aux fondations de son château de sable. Eleanor, je suis tellement désolé. Dans la cabine du fond d'un vieux restaurant tranquille, à quelques pâtés de maison de l'hôpital, Marcus Thorne inclina profondément la tête. Ce cadre de 45 ans avait dédié sa vie à Sterling Tech Solutions depuis l'époque de mon père. C'était un homme profondément sincère et honnête. Marcus, s'il te plaît, relève la tête. Tu n'as absolument pas à t'excuser. Quand je parlais doucement, Marcus leva les yeux avec une expression de pure agonie. De profondes poches sombres marquaient ses yeux. Je pouvais instantanément deviner à quel point il avait enduré de tortures psychologiques pendant des années, essayant désespérément de gérer le comportement tyrannique de Richard. Eleanor, au cours des derniers mois, les actions du PDG ont franchi toutes les lignes juridiques et morales. Il utilise les fonds de l'entreprise. Je suis certain que cet argent s'évanouit directement dans les poches de Chloé et finance leur style de vie somptueux. Chaque fois que moi ou les membres vétérans du conseil d'administration essayons de poser des questions, ils se contentent de hurler, « C'est moi qui fais l'argent. Si vous avez un problème, démissionnez. » La voix de Marcus tremblait d'une rage contenue. L'entreprise que mon père avait choyée de ses propres mains. Les bénéfices générés par le sang et la sueur des employés travaillant pour nourrir leur famille étaient drainés comme de l'eau juste pour nourrir la vanité d'une jeune maîtresse. Je serrai fermement mes mains froides sur mes genoux. Marcus, j'ai quelque chose que je dois te montrer également. Je sortis une enveloppe Kraft de mon sac. Elle contenait les photos que j'avais prises à l'intérieur du bureau de Richard, imprimées en haute résolution dans une pharmacie locale. Qu'est-ce que c'est? Dès l'instant où Marcus regarda les photos, il s'arrêta de respirer. Les formulaires de liquidation du plan 529 de Tyler, le contrat de location d'entreprise pour le Pantouse de luxe de River North et les copies des relevés bancaires secrets créés en mon nom. Richard a volé l'héritage privé que mon père m'avait laissé. Il l'a secrètement transféré sur un compte dont j'ignorais l'existence et l'a viré directement à Chloé Brentwood chaque mois. Et maintenant,
il liquide le fonds universitaire de Tyler pour payer leur nouveau style de vie de pantouse. Quand j'exposai les faits froids, les lèvres de Marcus tremblèrent violemment. Il enfouit son visage dans ses mains. Impardonnable. Arthur Sterling vous aimait, vous et son petit-fils, plus que la vie elle-même. Piétiner cela, est-ce que Richard a complètement perdu son humanité? Voir le doux Marcus exploser d'une telle fureur vertueuse me réchauffa la poitrine. Je n'étais pas seul. Les liens que mon père avait tissés étaient toujours vivants dans ce monde. Cette seule réalisation alluma un petit feu dans mon cœur gelé. C'est alors que la clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta doucement. Un homme plus âgé, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté, entra. Il avait des cheveux argentés lissés en arrière et portait des lunettes intellectuelles à monture argentée. Toutes mes excuses pour le retard, Eleanor, Marcus. Cela fait longtemps. Sa voix grave et rassurante fit sursauter Marcus de son siège comme s'il avait été frappé par la foudre. Monsieur Caldwell, que faites-vous ici? Harrison Caldwell, 65 ans, l'avocat d'affaires chevronné qui avait été le conseiller le plus fiable de mon père. Dès que Richard était devenu PDG, il avait trouvé l'éthique stricte d'Harrison ennuyeuse et avait brusquement mis fin à son contrat. Pour moi, cependant, Harrison était comme un oncle. Cela fait trop longtemps, Harrison. Merci beaucoup d'être venu à si court préavis. Quand Eleanor appelle, je lâche tout et je cours. J'ai fait une promesse à ton père après tout. Harrison sourit chaleureusement et se glissa dans la cabine en face de nous. Après avoir trouvé les documents de mon père dans le tiroir caché, j'avais immédiatement appelé Harrison. Harrison mit ses lunettes et commença à examiner lentement les photos imprimées étalées sur la table. Son expression chaleureuse d'oncle disparut, remplacée par le regard glacial et aiguisé d'un procureur chevronné. Je vois. J'avais entendu des rumeurs, mais je n'avais pas idée qu'il soit d'une stupidité aussi téméraire. Harrison tapota du doigt la photo des relevés bancaires secrets. Ouvrir un compte en votre nom sans votre consentement explicite et juridiquement valable, et vider votre héritage privé est un cas d'école de fraude bancaire, d'usurpation d'identité et de vol qualifié. Même dans un mariage, voler l'héritage personnel et séparé d'un conjoint est un délit grave. Ensuite, Harrison aligna le bail du pantouse et les factures de conseil vagues que Marcus avait apportées. Et utiliser les fonds de l'entreprise pour enrichir une maîtresse via des sociétés écrans est un détournement de fonds d'entreprise et un manquement flagrant à l'obligation fiduciaire. Il utilise sa position de PDG pour frauder intentionnellement la société. Fraude bancaire, détournement de fonds, vol qualifié, manquement à l'obligation fiduciaire, les lourds termes juridiques s'accumulaient sur la petite table du restaurant. Tout ce que Richard avait revendiqué avec arrogance comme son droit, c'est mon argent, mon entreprise, était en réalité une chaîne de délits majeurs. Eleanor, que veux-tu faire? Harrison me regarda droit dans les yeux. Nous avons de quoi détruire Richard légalement et l'envoyer en prison fédérale. Mais faire cela signifie faire du père de ton fils un criminel condamné. Es-tu prête pour cela? Le père de mon fils. Pendant une fraction de seconde, l'image de Tyler cherchant Richard dans son lit d'hôpital me traversa l'esprit. Si Richard était arrêté, cela laisserait une cicatrice permanente sur la vie de Tyler. Mais comme pour trancher cette hésitation, le souvenir de la publication Instagram de Chloé Brentwood me brûla le cerveau, qualifiant Tyler de parasite inutile. Se moquant de lui, je suis prête. Je levai les yeux et croisai le regard d'Harrison sans ciller. Je dirai la vérité à Tyler moi-même, et je passerai le reste de ma vie à le protéger. Mais je ne laisserai absolument pas cet homme vampiriser l'entreprise de mon père et détruire la vie de nos employés plus longtemps. Je veux tout reprendre à Richard. En entendant mes mots, Harrison hocha fermement la tête une fois. Marcus s'inclina profondément. Eleanor, je me battrai à tes côtés jusqu'au bout. C'est le moins que je puisse faire pour honorer la mémoire d'Arthur. Bien dit. Tu es vraiment la fille d'Arthur Sterling. Harrison sourit avec une profonde satisfaction. Il ouvrit sa mallette en cuir noir et en sortit un épais classeur juridique. En fait, Eleanor, nous n'aurons peut-être même pas besoin de faire intervenir le FBI ou les tribunaux pour anéantir complètement Richard. Harrison plaça un document ancien, fortement filigrané, sur la table. C'était le registre des actionnaires. Richard croit sincèrement qu'il a un pouvoir absolu sur cette entreprise en tant que PDG, mais il opère sous un malentendu juridique catastrophique. Quand je le regardais avec confusion, Harrison miqua calmement. Avant que ton père ne s'éteigne,
il estimait grandement l'éthique de travail de Richard, mais il craignait secrètement l'arrogance et la cruauté qui couvaient sous la surface. Il a donc mis en place un pare-feu juridique impénétrable pour s'assurer que Richard ne puisse jamais réellement voler l'entreprise. Selon Harrison, mon père avait rédigé un testament principal et une fiducie irrévocable qui transférait toutes ses actions avec droit de vote directement à moi. Quand Richard était devenu PDG, il avait supposé qu'il absorbait automatiquement la majorité des actions. Harrison avait utilisé des manœuvres juridiques complexes pour empêcher Richard de les acquérir réellement. Je m'arrêtais de respirer. Cela signifiait qu'avec un seul mot, je pouvais convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'urgence et licencier Richard Vance de son poste de PDG immédiatement. Le licencier. Le poids immense de ces mots me frappa de plein fouet. Peu importe à quel point Richard s'emportait, peu importe la quantité d'argent de l'entreprise qu'il versait à sa maîtresse, si je choisissais simplement de le faire, je pouvais lui retirer son titre de PDG dès demain matin. Mon père m'avait laissé l'arme ultime pour me protéger si Richard se retournait contre moi. Papa. Le fond de ma gorge me brûla et ma vision se brouilla. Pendant les 20 ans que j'avais passés à me faire toute petite pour maintenir la paix, mon père veillait sur moi depuis ce bureau antique, attendant le jour où je me déciderais enfin à me lever et à me battre. Eleanor, il y a encore une chose que tu dois entendre. Marcus sortit un petit enregistreur audio numérique de sa poche avec une expression sombre. J'ai extrait l'audio de la caméra de bord de la voiture noire de fonction que Richard utilise. Cela date d'hier soir, lorsqu'il se faisait conduire aux pentouses de Chloé. C'est peut-être difficile à écouter, mais tu as besoin de savoir exactement à qui tu as affaire. Je hochai doucement la tête. Plus rien ne pouvait me briser le cœur. Marcus appuya sur lecture. À travers les grésillements, la voix géniarde et agaçante de Chloé remplit l'air. Richard, quand est-ce que tu vas larguer cette vieille bique ringarde? J'en ai marre d'être un secret. Je veux entrer au gala de l'entreprise en tant que véritable épouse du PDG. La réponse de Richard fut un ton d'une suffisance et d'une indulgence écœurante. Détends-toi, Chloé. C'est presque fini. J'ai bloqué sa carte familiale hier. En ce moment, elle est probablement en train de pleurer toutes les larmes de son corps à l'hôpital parce qu'elle ne peut pas payer les factures médicales du gamin, attendant de revenir ramper pour implorer ma pitié. Ma parole, tu pourrais au moins payer la facture d'hôpital. Tu es si diabolique, Richard. Ce gamin défectueux ne me donne même pas l'impression d'être de ma propre chair. Dès qu'il sortira de l'hôpital, je le jette dehors. Payer ses frais de scolarité universitaire est un gaspillage de capital. Il n'a qu'à contracter des prêts étudiants prédateurs et se débrouiller seul pour survivre. Au moment où j'entendis ces mots, mes mains se cramponnèrent au bord de la table si fort que mes articulations devinrent blanches. Eleanor est trop stupide pour gérer de l'argent. Je vais donc invoquer son incompétence financière, la forcer à signer un décret de divorce sans pension alimentaire et la foutre sur le trottoir. Nous vendrons cette immense maison de Winnetka et utiliserons l'argent pour notre nouvelle vie. C'est une femme au foyer ignorante. Une fois que je l'aurai larguée, elle sera obligée de scanner des articles d'épicerie dans un supermarché jusqu'à sa mort. L'audio se coupa sur son rire méprisable. Je suis tellement désolé, Eleanor. Je n'aurais pas dû te faire écouter ça, dit Marcus en baissant les yeux, honteux. Le front d'Harrison était profondément plissé dans un silence dégoûté, mais étonnamment, pas une seule larme ne coula de mes yeux. Ma tristesse s'était complètement évaporée. À sa place se trouvait une rage glaciale et hyper concentrée, assez acérée pour couper du verre. Merci, Marcus, dis-je, ma voix étant d'une stabilité déconcertante. Cela efface la moindre trace d'hésitation qui me restait. Cet homme ne possède pas le droit d'être PDG, et il ne possède pas non plus le droit d'être père. Eleanor. La voix grave et puissante d'Harrison attira mon attention. Licencier Richard est facile, mais si nous nous contentons de le licencier, il n'admettra jamais ses torts et passera le reste de sa vie à vous harceler, toi et Tyler, pour se venger. Pour l'achever véritablement, nous devons le coincer avec des preuves absolues et indéniables de son détournement de fonds d'entreprise. Nous devons sceller toutes les issues possibles. Des preuves absolues. Les irrégularités comptables de Marcus risquaient de ne pas suffire. Richard pourrait prétendre qu'il s'agissait de dépenses professionnelles légitimes. Il nous fallait une preuve flagrante qu'il ne pourrait pas contester. Je sais exactement où elle se trouve, répondis-je instantanément. Le bureau de Richard a un tiroir inférieur verrouillé. Il s'y trouve des dossiers que je n'ai pas eu le temps de photographier.
Je sais qu'il s'y trouve également une clé USB physique. S'il baisse sa garde, je la trouverai. N'est-ce pas trop dangereux? Tout va bien. Il est absolument convaincu que je suis complètement brisé et soumis en ce moment. Voyant la lueur de détermination terrifiante dans mes yeux, Harrison hocha la tête de concert. Très bien. Marcus, tu constitues un dossier impeccable de chaque centime envoyé à la fausse société de conseil de Chloé. Moi, je vais commencer à rédiger les signalements pénaux pour le vol de l'héritage et les documents de divorce. Nous lancerons l'assaut après la sortie de Tyler de l'hôpital en toute sécurité. Je ne veux pas que mon fils soit pris entre deux feux. Une fois Tyler en sécurité, j'en finirai avec ça. C'est entendu. Restons en contact étroit. Ne prends pas de risques inutiles. Je m'inclinai profondément devant Harrison et Marcus et sortis du restaurant. Le vent glacial de Chicago me fouettait les joues, mais un incendie faisait rage dans ma poitrine. Alors que je retournais à l'hôpital, j'ouvris mon téléphone. Un SMS de Richard venait d'arriver. Je passe à la maison demain soir. J'ai laissé un document sur l'îlot de la cuisine. Signe-le et tamponne-le d'ici mon arrivée. C'est ta dernière tâche en tant qu'épouse. Un document. Je savais exactement ce que cela signifiait. Richard entamait la phase finale pour me jeter aux ordures. Parfait. Je vais te donner exactement ce que tu veux. J'éteignis mon écran et accélérai le pas vers l'hôpital. Mon mari était en train d'écrire son scénario parfait, prévoyant de me rejeter comme un déchet pour vivre heureux avec sa maîtresse. Je n'allais pas m'effondrer avant d'avoir vu l'expression exacte sur son visage au moment où il serait violemment traîné jusqu'en enfer. Dans le silence de mort de l'immense maison de Winnetka, une unique enveloppe blanche était posée au centre même de l'îlot de cuisine en marbre froid, me narguant. J'étais rentré d'urgence de l'hôpital et me tenais figé devant l'îlot, sans même avoir retiré mon manteau. L'enveloppe était vierge, mais je savais ce qu'elle contenait. De mes doigts glacés, je sortis les documents. C'était une requête standard de l'Illinois pour la dissolution du mariage, des papiers de divorce. Richard avait déjà rempli ces sections de son écriture impeccable et avait fait légaliser sa signature. Y était joint un accord de règlement post-nuptial brutalement unilatéral. En lisant les clauses, je manquais de laisser échapper un rire sec et incrédule devant l'égoïsme pur et sans mélange de la chose. L'épouse renonce à tout droit à une pension alimentaire ou à un soutien au conjoint. Tous les biens matrimoniaux, y compris la résidence principale et tous les comptes bancaires, restent la propriété exclusive de l'époux. L'épouse renonce entièrement à tout partage des actifs. L'épouse conserve la garde physique et légale exclusive de l'enfant mineur Tyler. Cependant, l'époux ne sera responsable d'aucune pension alimentaire pour enfants, frais médicaux ou frais d'éducation futurs. L'épouse doit libérer la résidence principale avec tous ses effets personnels au plus tard à la date de sortie de l'hôpital de l'enfant mineur. Comment un être humain peut-il être aussi impitoyable? Mon murmure résonna sourdement dans la cuisine vide. Une femme qui avait marché à ses côtés pendant 20 ans était traitée non seulement avec une gratitude inexistante, mais comme un déchet toxique dont il fallait se débarrasser sans lui laisser le moindre centime. De plus, il s'exonérait légalement de payer le moindre centime pour nourrir ou éduquer son propre fils de chair et de sang. Et pourtant, il utilisait les fonds de l'entreprise pour louer un penthouse de luxe et organiser des fêtes grandioses pour sa maîtresse. Clic. La lourde porte d'entrée en chêne s'ouvrit. Des chaussures de ville en cuir lourd résonnèrent dans le couloir de parquet et la porte de la cuisine fut poussée agressivement. « Oh, tu es là !» Debout devant moi se tenait Richard, son costume sur mesure en désordre, le visage rouge. Dès qu'il entra, l'odeur de bourbon coûteux mélangé au parfum écœurant de femme m'assaillit les narines. Il avait manifestement bu avec Chloé Brentwood avant de rentrer. « Tu as lu les papiers ?» Richard ne me regarda même pas dans les yeux, s'affalant lourdement sur un tabouret de bar et desserrant sa cravate de soie. « Je les ai lus. »« Es-tu vraiment sérieux avec ça ?» demandai-je doucement. Richard ricana, me regardant avec des yeux si froids qu'ils auraient pu geler de l'eau. « Sérieux ? C'est exactement ce qui est écrit. J'ai atteint ma limite absolue avec une femme au foyer inutile et ignorante comme toi. Je suis un PDG qui se bat au quotidien. La femme qui se tient à mes côtés doit être brillante, utile et capable d'apaiser mon stress. Tu n'as plus ta place dans mon monde. Brillante et capable. » Il croyait sincèrement que sa maîtresse, qui était en train de vider l'entreprise de sa substance, était une cadre de premier ordre. « Et Tyler ?» demandai-je.
Il est encore au lycée. L'université va coûter une fortune. Tu refuses de verser le moindre centime de pension alimentaire. Richard claqua de la langue avec un agacement extrême. Je t'ai déjà dit que je ne vais pas gaspiller du capital pour investir dans un gamin faible et défectueux qui ne peut même pas être mon héritier convenable. C'est un lâche à cause de la façon dont tu l'as élevé. Quand il sortira de l'hôpital, il sera ton problème. Qu'il contracte des prêts étudiants. Tu n'as qu'à aller retourner des steaks pour le nourrir. L'argent de mon père a aidé à payer cette maison. Et tu me dis de renoncer à tout et de partir. À mes mots, le visage de Richard s'empourpra d'une rage violente. Il frappa du poing sur le comptoir en marbre. Tu pleurniches encore sur le passé. L'entreprise de ton père n'est devenue aussi grande que parce que j'ai repris les rênes. Si ce vieux fou était encore aux commandes, nous aurions fait faillite il y a des années. Tout ce que nous avons s'est construit sur mon génie absolu et ma sueur. Je ne donnerai pas un seul centime à une parasite comme toi. Richard se leva, me dominant de sa hauteur. Écoute-moi attentivement. Ma mère en a marre de toi elle aussi. Elle m'a dit de me marier rapidement avec une femme capable et respectable. Tu n'as plus un seul allié dans ce monde, Eleanor. Ferme ta bouche, signe les papiers et va-t'en. Béatrice était de mèche pour le divorce. Richard lui avait probablement raconté des mensonges sur le fait que je ruinais la famille par mes dépenses, sous-entendant qu'il avait une nouvelle femme brillante et riche qui l'attendait. Connaissant l'obsession de Béatrice pour le statut, elle l'aiderait volontiers à me jeter à la rue. Richard sortit un stylo plume Montblanc de la poche de sa poitrine et le lança violemment sur le comptoir en marbre. Il produisit un bruit métallique sec. Tyler sort après-demain. Emballe tes affaires et disparais d'ici là. Je pars en voyage d'affaires demain matin pour ne plus avoir à regarder ton visage misérable. Si je reviens et que je trouve ne serait-ce qu'un seul de tes effets personnels dans cette maison, je le brûle sur la pelouse. Je ramassai lentement le lourd stylo plume sur le comptoir. Mes mains ne tremblèrent pas. Aucune larme ne coula. En regardant cet homme arrogant, violemment narcissique, tout ce que je ressentis fut un sentiment de pitié profonde pour sa médiocrité pathétique. Je comprends. Je vais faire exactement ce que tu dis, dis-je d'une voix totalement dépourvue d'émotion humaine. Je tournai à la page des signatures du décret de divorce et signai mon nom avec assurance. Je fis de même sur l'accord postnuptial. Tu aurais dû connaître ta place et abandonner dès le début. Richard esquissa un sourire hideux et tordu de victoire totale. Il m'arracha les documents signés des mains. Il était absolument convaincu de m'avoir détruite et jetée dans l'abîme du désespoir. Commence à faire tes cartons. Je prends une douche et je vais me coucher. J'ai un vol de bonne heure. Sur ce, Richard me tourna le dos et monta arrogamment l'escalier vers la salle de bain principale. Bientôt, j'entendis le puissant jet de la douche de luxe s'allumer. Debout seul dans la cuisine, je laissai échapper un long et silencieux soupir. Richard pensait qu'une fois ses documents déposés, il pourrait commencer sa nouvelle vie parfaite avec sa maîtresse. Mais ces documents ne seraient jamais déposés. Bien avant qu'il ne puisse les remettre à un juge, il allait perdre son entreprise, son statut social et sa vie entière. Je me tournai et regardai la veste de costume que Richard avait jetée négligemment sur le canapé. La douche fonctionnait toujours. J'avais au moins 10 minutes. Marchant silencieusement vers la veste, je glissai ma main dans la poche intérieure de la poitrine. Mes doigts effleurèrent un métal froid et dur, c'était la clé argentée qu'il gardait sur lui en permanence, la clé du tiroir du bas de son bureau. Harrison avait dit qu'il nous fallait des preuves absolues et indéniables de détournement de fonds pour l'achever. Quand je m'étais faufilé hier, je n'avais eu le temps de trouver que les relevés bancaires et le bail, mais je savais qu'une clé USB était cachée tout au fond de ce tiroir verrouillé. Serrant fort la clé argentée, je me dirigeai silencieusement vers le bureau personnel interdit. Je glissai la clé dans la serrure et la tournai. Clic. Je tirai le lourd tiroir. Là, caché tout au fond, se trouvait un classeur noir épais et une petite clé USB noire cryptée. Mon mari n'en avait aucune idée. Pendant qu'il prenait sa douche, ivre de l'illusion de sa victoire absolue, j'étais en train de sécuriser le clou final de son cercueil. Le bruit de la douche résonnait faiblement à travers l'immense maison. Dans le bureau sombre, je retins mon souffle. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient d'une stabilité absolue. Je sortis d'abord le classeur noir.
À l'intérieur se trouvaient les documents d'enregistrement de la société pour une entreprise appelée Luminou Consulting ainsi que des piles de factures. Les factures correspondaient à des services vagues tels que du conseil en stratégie de nouveaux projets et de l'optimisation d'interfaces web, facturant à Sterling Tech Solutions des centaines de milliers de dollars chaque mois. Chaque facture portait le tampon d'approbation personnelle du PDG Richard. Je regardais le nom du PDG figurant sur l'enregistrement de Luminou Consulting. Je manquais de rire à haute voix. Directeur général, Chloé Brentwood. Marcus avait raison. Richard avait forcé sa maîtresse à créer une société écran et détourné illégalement des capitaux massifs de l'entreprise sous couvert de faux paiements de fournisseurs. À la fin du classeur, Richard avait tenu son propre registre manuscrit. C'était un compte rendu terrifiant de précision montrant comment il retirait de l'argent de la société écran pour payer le loyer du Penthouse de Chloé, des vacances de luxe et des sacs de créateurs. Mais ce que je vis ensuite me glaça complètement le sang. Virement mensuel à ma mère, 3000 $. Le compte source de ces virements était le compte secret que Richard avait créé en utilisant mon héritage volé. Béatrice, qui me rabaissait constamment en me traitant de parasite inutile qui gaspillait de l'argent, acceptait secrètement une allocation mensuelle de 3000 $ de Richard, le louant comme un fils de génie. Ignorant totalement ou ne se souciant pas que cet argent était volé directement dans le fonds fiduciaire de mon défunt père. Jusqu'où allez-vous insulter ma famille? Me mordant les lèvres si fort que j'en ressentis le goût du sang, j'utilisais mon téléphone pour photographier chaque page. Puis je sortis mon ordinateur portable de mon sac, l'allumai et branchai la clé USB noire. À l'intérieur se trouvait un tableur Excel principal détaillant l'ensemble de l'opération de détournement de fonds. Je lançai immédiatement une séquence de copies pour transférer les fichiers sur mon propre disque crypté. La barre de progression avançait lentement sur l'écran. C'est alors que le bruit de la douche à l'étage s'arrêta brusquement. Une sueur froide perla sur ma nuque. Richard allait sortir d'une minute à l'autre. L'écran indiquait 10 secondes restantes. J'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir. Des pieds nus marchèrent lourdement sur le parquet du couloir de l'étage. 5 secondes. 4. 3. Transfert terminé. Dès que la notification s'afficha, j'arrachai la clé USB, refermai brusquement mon ordinateur, replaçai le classeur dans le tiroir, le verrouillai et retirai la clé argentée. Je courus silencieusement hors du bureau et retournai dans le salon, glissant la clé argentée parfaitement dans la poche intérieure de sa veste de costume. Quelques secondes plus tard, Richard descendit l'escalier dans un peignoir moelleux, s'essuyant vigoureusement les cheveux avec une serviette. « Pourquoi diable es-tu encore debout? Je t'ai dit de commencer à emballer tes affaires, aboya-t-il. Je me tins près du canapé, me tournant vers lui avec une expression totalement neutre. Oui, je cherchais simplement par où commencer. Je pars pour mon voyage demain matin. À mon retour, je veux que toute trace de ton existence soit effacée de cette maison. Si tu laisses quoi que ce soit derrière toi, je te ferai regretter. Il attrapa une bouteille d'eau gazeuse dans le réfrigérateur et disparut dans la chambre principale. Je laissai échapper un immense soupir tremblant. Le métal froid de la clé USB dans ma poche me promettait une victoire absolue et indéniable. Le lendemain matin, Richard fit rouler sa luxueuse valise Rimowa hors de la maison, partant pour son voyage d'affaires avec sa maîtresse. À jamais. Ne remontre plus jamais ton visage devant moi. Il ne regarda même pas en arrière alors qu'il marchait vers la voiture noire qui l'attendait. Fixant son dos, je ne ressentis absolument rien. Dès l'instant où la voiture de Richard disparut au bout de la rue, je passai à l'action. J'avais déjà tout coordonné avec Harrison et une entreprise de déménagement haut de gamme. Une flotte de camions arriva et je vidai la maison de tous mes effets personnels, des affaires de Tyler et des meubles antiques que mon père m'avait donnés. Je laissai absolument intact tout ce que Richard avait acheté. La immense maison à moitié vide qui résonnait symbolisait parfaitement notre mariage mort. L'après-midi, je me rendis à l'hôpital pour chercher Tyler. Assis sur le bord de son lit d'hôpital, Tyler sourit avec un profond relief en me voyant. « Maman, merci d'être venue. Où est papa? Papa est en voyage d'affaires. » Je m'assis près de lui et lui pris doucement les mains. « Tyler, écoute-moi. Ton père et moi ne allons plus vivre ensemble. » Les yeux de Tyler s'agrandirent de surprise pendant une fraction de seconde, mais au lieu de peur ou de tristesse, il fit simplement un petit signe de tête compréhensif. « Ouais, je m'en doutais. » Il serra mes mains en retour. « Maman,
tu l'as enduré pendant des années juste pour moi, n'est-ce pas? L'autre soir, quand je me suis réveillé de douleur, tu me tenais la main, tu pleurais et tu me demandais pardon. Je t'ai entendu. Maman, j'avais toujours peur que papa me crie dessus, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était de ne jamais te voir sourire à la maison. Tout va bien. Recommençons à zéro, rien que nous deux. Mon fils lycéen était tellement plus mûr que je ne l'avais jamais réalisé. La culpabilité de l'avoir forcé à renoncer à l'amour de son père, combinée à une immense gratitude pour sa gentillesse, fit couler mes larmes à flots. Merci, Tyler. Merci infiniment. Après avoir installé Tyler dans notre magnifique nouvel appartement de standing hautement sécurisé en centre-ville, j'appelai Marcus. Marcus, j'ai tout. Quand je lui miquai ce qui se trouvait sur la clé USB, Marcus inspira brusquement. Il est allé jusque-là, Eleanor, c'est parfait. Harrison vient d'appeler pour dire que tous les dossiers juridiques sont prêts à être déposés. Nous tenons Monsieur Vance et Chloé Brentwood complètement coincés. Alors, demain soir, confirmai-je doucement. Demain soir. Demain soir avait lieu le grand gala du 30e anniversaire de l'entreprise à l'hôtel Grand Aster. Normalement, en tant qu'épouse du PDG, j'étais censé être l'invité d'honneur, mais Richard m'avait ordonné de rester à la maison sous prétexte de maladie, explicitement pour pouvoir emmener Chloé Brentwood comme sa brillante partenaire cadre. Richard croyait sincèrement m'avoir jeté sur le trottoir, effacé ses délits financiers et gagné le jeu de la vie. Il comptait sans doute les secondes avant de monter sur cette scène et de baigner dans les applaudissements de centaines de membres de l'élite. Marcus, je te fais confiance pour demain soir. Oui, madame. Nous allons reprendre l'entreprise d'Arthur Sterling. Je raccrochai le téléphone et regardai par les immenses baies vitrées de notre nouvel appartement. La ligne d'horizon de Chicago était peinte des couleurs orange vives du soleil couchant. À cet instant précis, dans un penthouse de luxe situé à quelques kilomètres de là, Richard et Chloé trinquaient au champagne. Ils n'avaient absolument aucune idée que dès demain soir, le glorieux château de sable qu'ils avaient bâti serait pulvérisé par un simple document. La grande salle de bal de l'hôtel Grand Aster était l'un des lieux les plus prestigieux de Chicago. Sous de massifs lustres en cristal, des centaines d'invités, de cadres, d'hommes politiques et de riches investisseurs discutaient. Le tintement du cristal et les rires de l'élite remplissaient l'air. Ce soir, c'était le gala du 30e anniversaire de Sterling Tech Solutions, l'empire que mon père avait bâti et que Richard avait volé. Félicitations, Richard. Grâce à ta direction brillante, l'action de l'entreprise s'envole. Oh, je vous en prie. C'est entièrement grâce à nos partenaires incroyables. Attendez de voir ce que je vais faire ensuite. Entouré d'une foule sycophante de membres du conseil d'administration et d'investisseurs, Richard était d'une humeur de rêve, sirotant du Dom Pérignon. Il rayonnait littéralement d'arrogance. Se tenant juste à ses côtés, vêtue d'une robe de soirée rouge sans moulante, se trouvait Chloé Brentwood. Elle s'accrochait à son bras comme si elle était déjà la reine de l'Empire. « Chloé, vous êtes absolument ravissante ce soir », la flatta un investisseur d'âge mûr. Chloé rougit avec une fausse modestie et pressa sa poitrine contre le bras de Richard. « Oh, merci. Richard l'a choisi personnellement pour moi pour représenter l'entreprise. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir notre brillant PDG. » Autour du cou de Chloé pendait un collier de diamants éblouissant. Bien sûr, la robe comme les diamants avait été achetée avec les fonds de l'entreprise détournés via la fausse société de conseil. Mais personne dans la salle ne le savait. Richard et Chloé se croyaient sincèrement le centre de l'univers. « Oh ma petite Chloé, tu es magnifique. » Béatrice Vance se fraya un chemin à travers un groupe d'épouses de cadres, courant presque vers Chloé pour lui attraper les mains avec une affection écœurante. « Madame Vance, c'est un honneur de vous entendre me parler, » minauda Chloé. Béatrice hocha vigoureusement la tête. « Tu n'as pas idée du soulagement que tu représentes. » La femme qui se tenait autrefois à côté de Richard n'était qu'une ringarde ignorante et embarrassante, sans aucune grâce sociale. Richard m'a dit qu'il mourrait de honte de la mener à un événement d'élite comme celui-ci. À partir de maintenant, c'est toi qui dois te tenir à ses côtés. Chloé afficha un sourire de triomphe perfide. Comptez sur moi, Madame Vance. En voyant sa mère et sa maîtresse s'entendre si parfaitement, Richard ressentit une vague de supériorité divine. Eleanor est probablement en train de pleurer dans un motel miteux en ce moment, devant son compte bancaire vide, ricana-t-il intérieurement, se rappelant comment il m'avait mise dehors. J'avais signé les papiers du divorce.
0 pension, 0 actif, 0 pension alimentaire pour enfants. Il attendait simplement le bon moment pour les déposer au tribunal. Pour lui, sa femme agaçante et son fils défectueux n'étaient que des déchets humains définitivement écartés de sa vie glorieuse. Monsieur Vance, c'est l'heure de votre discours d'ouverture, s'approcha un organisateur de l'hôtel. Richard ajusta sa cravate de soie, bomba le torse et marcha vers la grande scène comme un empereur conquérant. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans notre nouvel appartement, je me tenais devant le miroir en pied de la chambre principale. Je ne portais pas les vêtements simples et pratiques que je mettais habituellement pour aller au supermarché. Je portais un superbe tailleur pantalon Armani vintage bleu marine, parfaitement ajusté. Mon père me l'avait acheté il y a 20 ans, me disant de le porter le jour où je monterais enfin sur le champ de bataille de l'entreprise. Je ne l'avais pas porté depuis 2 décennies, mais il m'allait parfaitement, portant un poids lourd et digne qui me redressait naturellement la colonne vertébrale. Maman. Tyler passa la tête par la porte de la chambre. En me voyant, ses yeux s'agrandirent sous le coup de la surprise avant de se fondre dans un sourire chaleureux et incroyablement fier. Tu es incroyable. Tu as l'air d'un PDG. Je souris doucement. Merci. C'est grand-père qui me l'a acheté. Quand je le porte, j'ai l'impression qu'il me pousse vers l'avant. Le visage de Tyler devint sérieux et il s'approcha, me prenant les 2 mains. Va les chercher, maman. Je serai là à t'attendre. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je prépare tes burgers préférés pour le dîner ce soir, alors garde de la place. Puisant mon courage dans la chaleur de mon fils, je ramassai ma mallette en cuir. À l'intérieur se trouvaient les véritables actions avec droit de vote prouvant que j'étais l'actionnaire majoritaire absolu, la résolution d'urgence rédigée par Harrison pour licencier le PDG, et la clé USB contenant les preuves indéniables de l'empire criminel de Richard. En montant à l'arrière d'une berline noire, je regardais les néons de Chicago défiler à la vitre. Je ne ressentais aucune peur. Je ne ressentis aucune tristesse. Je ressentis seulement la résolution froide et absolue d'un exécuteur venu reprendre ce qui avait été volé à sa famille. Pendant 20 ans, je les avais laissés me lier par les chaînes du devoir d'épouse et de la protection de la paix. Ils avaient confondu mon endurance avec de la faiblesse. Ils avaient volé l'héritage de mon père, tenté de détruire l'avenir de mon fils et essayé de me jeter à la poubelle. Je ne te le pardonnerai jamais. Je reprends ma vie et l'entreprise de mon père ce soir. La berline noire s'arrêta devant l'entrée majestueuse de l'hôtel Grand Aster. Le voiturier ouvrit la portière en s'inclinant profondément. Je sortis dans l'air glacial de la nuit et franchis les portes vitrées. Le bruit sec et autoritaire de mes talons aiguilles noirs résonna sur le sol en marbre du hall. Cela ressemblait au tic-tac d'une bombe à retardement, décomptant les dernières secondes de la vie de Richard. À l'intérieur de la grande salle de bal, Richard tenait le micro sur scène, baignant dans la lumière aveugle des projecteurs. Merci à tous d'être venus ce soir. Si Sterling Tech Solutions a survécu pendant 30 ans, c'est grâce à l'acharnement, la foule était silencieuse, suspendue à ses lèvres. Richard prévoyait d'utiliser ce moment précis pour annoncer publiquement la nomination de Chloé à la présidence d'une nouvelle filiale, une manœuvre conçue pour lui donner un accès encore plus illimité aux liquidités de l'entreprise. Chloé attendait dans les coulisses, bombant le torse d'anticipation. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère, j'ai une annonce d'une importance capitale concernant l'avenir de notre équipe de direction, éleva Richard la voix jusqu'à un crescendo. À ce moment précis, Marcus Thorne monta rapidement sur scène par le côté et chuchota quelque chose à l'oreille de Richard. Richard le foudroya du regard avec fureur. Ne m'interromps pas maintenant, siffla-t-il loin du micro. Mais Marcus ne scia pas. Avec une expression totalement neutre, il enfonça une feuille de papier directement contre le torse de Richard. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le sang reflua instantanément du visage de Richard. Sa voix se brisa, le micro diffusant sa panique à toute la salle de bal. Un silence bizarre et inconfortable s'abattit sur les centaines d'invités. Richard fixait l'entête juridique en gras sur le document, avis d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et révocation immédiate du directeur général. Marcus, tu as perdu la tête? Tu crois que c'est une blague, rugit Richard, le visage virant au violet de rage alors qu'il s'apprêtait à froisser le papier. À cet instant précis, un grand coup retentit. Les lourdes portes doubles en acajou à l'arrière de la salle de bal furent ouvertes à la volée par la sécurité de l'hôtel. Les centaines d'invités se retournèrent à l'unisson.
Je me tenais là, dans mon costume Armani bleu marine sur mesure, dégageant une autorité d'une froideur absolue. Se tenant directement à ma droite se trouvait Harrison Caldwell, le légendaire avocat d'affaires qui inspirait un profond respect à tous les cadres vétérans de la salle. Je gardais les yeux fixés sur la scène et commençais à marcher. Clic, clic, clic. Mes talons résonnaient comme des coups de feu dans la pièce plongée dans un silence de mort. C'est la fille d'Arthur Sterling? Harrison Caldwell est avec elle? Que se passe-t-il au juste? Des murmures éclatèrent chez les anciens membres du conseil d'administration et les investisseurs qui me reconnaissaient de l'époque de mon père. La foule s'écarta naturellement comme la mer Rouge, dégageant un chemin net pour moi vers la scène. Soudain, une silhouette rouge sang me barra la route. C'était Chloé Brentwood. Excusez-moi. Avez-vous une idée d'où vous vous trouvez, glapit Chloé, me toisant de la tête aux pieds avec un dégoût absolu. Richard m'a tout dit. Vous vous êtes fait jeter à la rue et vous avez signé les papiers du divorce. Vous êtes juste là pour mendier de l'argent parce que vous êtes fauché. Vous n'êtes qu'une vieille bique misérable et pathétique. Sa voix stridente résonna douloureusement dans la salle de bal silencieuse. Juste derrière elle accourut Béatrice, courant presque dans sa robe coûteuse. Éléanore, qu'est-ce que cela signifie? Cria Béatrice, le visage déformé par la rage, pointant un doigt tremblant vers moi. C'est la nuit de gloire de mon fils. Une parasite ignorante et gaspilleuse d'argent comme toi n'a aucun droit de mettre les pieds ici. Sécurité, jetez ce déchet immédiatement. L'atmosphère dans la pièce se figea. Le fait que l'épouse du PDG ait été mise à la porte et poussée au divorce venait d'être diffusé devant des centaines de leaders économiques les plus influents de la ville. Normalement, une femme se sentirait humiliée, se cacherait le visage et s'enfuirait. Sur scène, Richard hurlait dans le micro, « Oui, sécurité. Sortez cette folle de mon établissement. » Mais je ne m'arrêtai pas. Je ne sciais pas. Je ne rompis pas le contact visuel. La sécurité de l'hôtel ne bougea pas d'un pouce. Harrison avait déjà informé la direction de l'hôtel et la police locale qu'une prise de contrôle d'entreprise légalement validée était en cours. Je jetai un regard froid à Chloé, puis fixai Béatrice droit dans les yeux. Béatrice, je ne suis pas ici ce soir en tant que pitoyable ex-femme de Richard. De quoi parles-tu? Et Chloé, tu as raison. J'ai été mise à la porte. Ma carte de crédit familial a été bloquée et je me suis retrouvé dans l'impossibilité de payer l'opération d'urgence de mon propre fils. Parlais-je d'une voix si calme et glaçante qu'elle résonna jusqu'au fond de la salle. Une vague de murmures horrifiés parcourut l'assemblée. Il a bloqué sa carte alors que son fils était en opération? Je passai devant les deux femmes au visage décomposé et m'arrêtai directement devant la scène. Richard me fixait d'en haut, agrippant le micro comme une bouée de sauvetage, les yeux exorbités comme s'il voyait un fantôme. « Éléanore, pourquoi es-tu là? Je t'ai dit de faire tes bagages et de partir. » La voix de Richard n'était plus habitée par la colère. Elle tremblait d'une terreur primale indéniable. La réalité parfaite qu'il croyait contrôler se désintégrait sous ses yeux. « Richard, j'ai reçu les papiers du divorce et l'accord de règlement sans pension alimentaire que tu m'as forcé à signer. » Je plongeai la main dans ma mallette, sortis le décret de divorce tamponné de verre et le poste nuptial brutal, et les brandis devant les centaines d'invités. Puis je les déchirai lentement et délibérément en minuscules morceaux, laissant les confettis tomber au sol. « Tu es folle, hurla Richard. La seule personne folle ici, c'est toi. Pendant que ton propre fils luttait entre la vie et la mort dans un bloc opératoire, tu utilisais des fonds volés à l'entreprise pour louer une salle de bal pour l'anniversaire de ta maîtresse. Tu as même essayé de liquider le fonds universitaire de ton fils pour payer tout cela. Quel genre de monstros s'appelait père et faire cela? » La salle de bal explosa dans le chaos. PDG, membres du conseil d'administration et investisseurs fixaient la scène avec une horreur absolue, regardant alternativement Richard et la femme en robe rouge. « Tais-toi. Tu mens, » rugit Richard. « C'est juste une femme au foyer jalouse et hystérique qui essaie de me détruire. Sécurité. Sortez cette folle d'ici. » Il hurla jusqu'à s'en époumoner, mais personne ne bougea. Elle ne ment pas. La voix grave et puissante d'Harrison Caldwell coupa le chaos comme un coup de tonnerre. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption de cette célébration. Je suis Harrison Caldwell, l'ancien directeur juridique de Sterling Tech Solutions. Je suis ici ce soir en tant que représentant légal de mademoiselle Éléanore Sterling. Dès qu'Harrison prit la parole,
les cadres vétérans eurent un hoquet de surprise. Monsieur Caldwell est de retour. Richard Vance, ordonna Harrison. Lis le document que Marcus vient de te tendre. C'est un avis juridiquement contraignant d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoqués par l'actionnaire majoritaire absolu pour te révoquer pour motif grave. Ne soyez pas absurde. Richard jeta le micro au sol, courant vers le bord de la scène, les veines saillantes au cou. C'est moi l'actionnaire majoritaire. C'est moi le PDG. Les procurations de vote d'Eleanor m'appartiennent. Non, elles ne t'appartiennent pas, le coupé-jeu, ma voix faisant chuter la température de la pièce à un zéro absolu. Les actions que mon père a laissées, soit 60% des actions avec droit de vote absolu, appartiennent exclusivement à une fiducie à mon nom. Les signatures de procuration que tu utilises pour contrôler le conseil d'administration depuis 10 ans ont été falsifiées en usurpant mon identité. Légalement, elles sont totalement nulles. Au moment où je prononçais ces mots, la dernière goutte de sang quitta le visage de Richard. Il devint d'un gris cendreux et maladif. Le trône qu'il croyait avoir bâti de son propre génie n'était qu'une illusion. La immense salle de bal s'enfonça dans un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. Le dictateur absolu de l'entreprise venait d'être anéanti et réduit à l'état d'imposteur au chômage devant des centaines de personnes. Eleanor, c'est impossible qu'un tribunal valide cela. Richard recula en trébuchant, ses genoux se dérobant sous lui, et s'effondra sur la scène. Béatrice et Chloé restaient figées, la bouche bée, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Mais Richard ne comprenait toujours pas. Il ne réalisait pas que le licencié n'était que l'apéritif. Je plongeai la main dans ma mallette et effleurai le plastique froid de la clé USB noire. Quand j'exposerais les profondeurs criminelles de ces détournements de fonds et le vol de mon héritage, quel genre de cri pousserait-il? Une femme au foyer ignorante comme toi n'a pas ce genre de pouvoir. C'est du bluff, hurla Richard, sa voix résonnant de manière pathétique sous les lustres de cristal. Quelques minutes plus tôt, il baignait dans la gloire. Maintenant, son visage était déformé par une grimace de désespoir hideuse. Richard, relève-toi. Ne laisse pas cette vieille bique ringarde te parler ainsi. Personne ne la croit, cria Chloé, se frayant un chemin vers la scène, sa robe rouge traînant sur le sol. Béatrice, le visage cramoisi de rage, pointa son éventail vers moi. Eleanor, cela suffit. Tu fais juste un caprice parce que tu t'es fait jeter sans un sou. Tu essaies de voler l'entreprise de mon fils. J'appelle la police. C'est nous qui appelons le FBI, Béatrice. La voix grave et puissante d'Harrison la fit taire instantanément. Béatrice recula physiquement, les épaules tremblantes, et ferma brusquement la bouche. Mesdames et messieurs, veuillez diriger votre attention vers l'écran, fit Harrison un signe vers le fond de la salle. Marcus, installé dans la cabine de régie audiovisuelle, appuya énergiquement sur la touche entrée de son ordinateur. Instantanément, l'immense écran de projection derrière la scène s'alluma. Au lieu d'une glorieuse rétrospective de l'entreprise, l'écran afficha les statuts d'enregistrement de la société Luminou Consulting à côté de dizaines de factures massives et hautement suspectes. Où as-tu obtenu ces données? Les yeux de Richard s'agitèrent dans tous les sens alors qu'il rampait à reculons sur la scène. Luminou Consulting a été créé il y a 6 mois, parlez-je clairement, m'assurant que ma voix atteigne chaque recoin de la pièce. Son but déclaré est le conseil en stratégie web, mais elle n'a aucune activité réelle. Pourtant, au cours des 6 derniers mois, Richard Vance a transféré illégalement plus de 500 000 $ de capital de l'entreprise vers cette société écran chaque mois. Des murmures d'horreur et de fureur éclatèrent chez les investisseurs et les membres du conseil d'administration. Un demi-million par mois. Un membre vétéran du conseil d'administration se précipita vers la scène. Richard, qu'est-ce que c'est que ça? Le conseil n'a jamais approuvé de fournisseur portant ce nom. C'était un projet confidentiel hautement stratégique pour l'expansion de l'entreprise, balbutia Richard, transpirant à grosses gouttes. Je le coupai sans lui laisser de répit, regardez le nom du PDG sur ce document d'enregistrement. L'écran fit un zoom sur le document. Imprimé clairement sous la mention directeur général figurait un nom que tout le monde dans la salle connaissait désormais, Chloé Brentwood. Richard Vance a forcé sa maîtresse à créer une société écran pour détourner des millions de dollars de vos fonds d'entreprise. C'est une fraude bancaire, un vol qualifié et un manquement catastrophique à l'obligation fiduciaire. Chloé, c'est toi la directrice? Les membres du conseil d'administration se tournèrent vers elle,
la fusillant du regard avec une intention meurtrière. Chloé devint blanche comme un linge, secouant la tête violemment. Non. Je n'y connais rien. Richard m'a juste dit qu'il me donnerait une énorme allocation si je signais des papiers. Il m'a piégé. La brillante partenaire cadre qui se vantait de sa loyauté venait de jeter Richard sous un train pour se sauver en moins d'une seconde. Espèce de garce, rugit Richard, repoussant violemment la main de Chloé qui tentait de lui attraper la jambe de pantalon. Chloé tomba lourdement sur le sol, mais absolument personne ne lui tendit la main. Ce n'est pas tout. Je fis signe à Marcus, et l'écran changea rapidement, le contrat de location du Penthouse de luxe de River North, les reçus pour les meubles de créateurs italiens, les virements bancaires pour des vols de première classe vers Paris. Chacun de ces éléments a été payé en utilisant le capital détourné de l'entreprise. L'argent pour lequel nos employés ont saigné, le capital que nos investisseurs nous ont confié, a été utilisé comme une tirelire personnelle pour que ces deux-là jouent à la famille. En tant qu'actionnaire majoritaire et en tant que fille d'Arthur Sterling, je veillerai à ce qu'il soit poursuivi avec la plus grande rigueur par la justice fédérale. Des clameurs d'indignation résonnèrent dans la salle. Nous exigeons un audit complet. Je retire mon investissement dès demain matin. Appelez les fédéraux. Au milieu du chaos, seule Béatrice restait totalement hermétique à la réalité juridique, regardant autour d'elle avec une confusion paniquée. Attendez une minute. Richard est le PDG. Et alors s'il a utilisé un peu d'argent de l'entreprise? Pourquoi tout le monde l'attaque? Et Eleanor, tu as vécu sur l'argent de Richard toute ta vie, espèce d'hypocrite. Son cri d'une ignorance et d'une arrogance profonde alluma la mèche finale dans mon cœur. Je pris une profonde inspiration et fixai Béatrice droit dans les yeux. Béatrice, parlons un peu de la provenance de ton argent. L'écran changea à nouveau. Cette fois, il affichait les relevés bancaires du compte secret ouvert en mon nom. C'est un compte bancaire secret que Richard a ouvert en falsifiant ma signature. L'argent à l'intérieur était mon héritage privé, légalement protégé, que mon défunt père m'avait laissé exclusivement. Richard l'a entièrement volé. Et alors? Vous étiez mariés. Ce qui est à toi est à lui. Glapit Béatrice, tremblante. Je secouai la tête froidement. Le problème, c'est la destination de cet argent. Regarde l'historique des transactions. L'écran fit un zoom sur la colonne des retraits. Chaque mois, un virement bancaire de $3000 était envoyé. Le nom du destinataire s'afficha à l'écran en lettres géantes, Béatrice Vance. Toute couleur disparut du visage de Béatrice. Béatrice, tu passais ton temps à m'insulter. Tu m'as traité de parasite, de vieille bique inutile qui gaspillait de l'argent. Tu te vantais auprès de toutes tes amies du country club de la générosité de ton fils de génie qui t'envoyait une allocation de $000 par mois. Mais cette allocation ne provenait pas du salaire de Richard. Je fis un pas lent et menaçant vers elle. Ces déjeuners de luxe que tu as faits, ces robes de créateur que tu as achetées, les frais de country club que tu as payés, chaque centime provenait directement de l'héritage du père décédé de la femme que tu traitais comme un déchet. Ah! Un soupir brisé et pathétique s'échappa des lèvres de Béatrice. Elle regarda frénétiquement l'écran géant puis le visage de Richard. Richard, dis-moi quel ment. Tu m'as envoyé ton propre argent durement gagné. Ferme-la. Richard, en pleine panique, hurla sur sa propre mère. Tu me suppliais constamment de te donner plus d'argent pour faire des croisières. Il n'y a aucun moyen que mon seul salaire puisse couvrir tes dépenses ridicules. Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai utilisé l'argent de son père décédé? C'était chez moi, donc ça m'appartenait. Au moment où elle entendit ces mots, les fils qui maintenaient Béatrice debout furent coupés. Elle s'effondra à genoux sur le sol de la salle de bal. Son identité tout entière, la fière mère d'un PDG de l'élite sans faille, venait d'être réduite à néant. Le fait qu'elle ait vécu grâce à l'argent volé de la belle-fille qu'elle méprisait était une humiliation pire que la mort pour une femme obsédée par le statut social. Maintenant, tout est au grand jour, dis-je, ma voix résonnant dans le silence de mort. Richard, tu ne perds pas seulement ton titre de PDG. Fraude bancaire, détournement de fonds, usurpation d'identité et vol qualifié, tu vas en prison fédérale. Et Chloé Brentwood, en tant que directrice de la société Écran, le FBI frappera à ta porte en tant que co-conspiratrice. Non. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste acheter de jolies choses. Sanglota Chloé de manière hystérique, rampant vers la sortie,
mais sa route fut bloquée par des membres du conseil d'administration furieux. Sur scène, Richard avait perdu l'usage de la parole. Ses yeux étaient complètement vitreux, fixant le vide. Son plan parfait, mettre sa femme à la porte, voler l'entreprise, mener la grande vie avec sa maîtresse venait d'être pulvérisé en l'espace de quelques minutes devant des centaines de personnes les plus influentes de la ville. « Attends, Eleanor. » Richard tendit une main tremblante vers moi depuis la scène. « J'ai eu tort. Je vais rembourser l'argent. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Nous avons été mariés pendant 20 ans. Tyler ne veut pas que son père aille en prison fédérale. » Le voir tenter désespérément d'instrumentaliser les sentiments familiaux pour sauver sa propre peau m'inspira une pitié profonde et nauséeuse. « Ne prononce plus jamais le nom de mon fils avec ta bouche sale. » Ma voix claqua comme un fouet. Les épaules de Richard sursautèrent violemment. Pendant que tu sabrais le champagne dans un hôtel avec ta maîtresse, j'étais assise seule dans un couloir d'hôpital glacial, suppliant Dieu de prendre ma vie à la place de celle de Tyler. Richard manqua d'air, des larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, tu es mort pour moi, alors ne t'avise plus jamais de t'appeler son père. Je lui assénai le coup final. Richard poussa un hurlement de désespoir pur, frappant la scène de ses poings. Pas une seule personne dans la pièce ne le regarda avec de la sympathie. Les employés fidèles, les investisseurs, les membres du conseil d'administration tous le regardaient comme si c'était un cancrelat. C'est fini. Je laissai échapper un léger soupir, saluai légèrement Harrison et me tournai pour partir. Il n'était pas nécessaire de regarder le reste de ce spectacle pathétique. Les avocats et les fédéraux s'occuperaient du reste. Mais à ce moment-là, Marcus sortit en courant de la cabine de régie, le visage complètement blanc, tenant une unique feuille de télécopie imprimée à la main. Il semblait terrifié, ses mains tremblaient violemment et il reprenait son souffle avec peine. « Marcus, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Marcus me regarda, puis lança un regard noir à Richard qui rampait sur la scène. « Mademoiselle Sterling, je viens de recevoir un rapport d'urgence du chef de la comptabilité. » La voix de Marcus était un mélange violent de rage et de pitié, tremblant si fort que le micro capta la vibration, résonnant à travers la salle de bal silencieuse. Richard leva les yeux, fixant Marcus avec des yeux implorants. Mais les mots que Marcus s'apprêtait à lire étaient la sentence de mort ultime, consumant le moindre espoir qui restait à Richard. « Je vais lire le rapport », annonça Marcus. À 15 heures aujourd'hui, le compte principal de Luminou Consulting a été entièrement vidé. Les fonds ont été virés vers un portefeuille de crypto-monnaies offshore intraçables. Le solde du compte est à 0. De plus, Luminou Consulting a récemment contracté un prêt d'entreprise de $2 millions auprès de notre banque principale pour étendre ses activités. Le département de lutte contre la fraude de la banque vient de signaler le compte et exige le remboursement immédiat de l'intégralité des $2 millions. $2 millions. Toute la salle de bal retint son souffle. Richard se redressa comme s'il avait été électrocuté. Quoi? 2 millions? Je n'ai jamais autorisé de près de 2 millions. Non, monsieur Vance, vous ne l'avez pas autorisé en tant que PDG, Marcus le foudroya du regard avec un mépris de glace. Parce que vous vouliez le cacher au conseil d'administration. Vous avez contourné l'approbation de l'entreprise. Vous avez signé ce prêt de $2 millions en tant que garant personnel et individuel pour l'entreprise de Chloé Brentwood. La comptabilité a confirmé avec la banque, votre signature personnelle et votre numéro de sécurité sociale figurent sur les documents de garantie. Le dernier soupçon de couleur disparu de l'univers de Richard. Il n'avait pas seulement forcé sa maîtresse à ouvrir une société écran. Il avait utilisé son propre crédit personnel pour emprunter secrètement une somme massive afin de donner de la crédibilité à l'entreprise, prévoyant de détourner lentement les fonds de la société pour rembourser. C'était un plan d'une stupidité et d'une arrogance terrifiantes. Chloé, qu'as-tu fait de ces $2 millions? Tu m'as dit que tu achetais des serveurs et de nouveaux bureaux, hurla Richard comme un fou, sautant de la scène pour secouer violemment Chloé par les épaules. Mais Chloé semblait tout aussi terrifiée. Elle était pâle comme la mort, tapotant frénétiquement sur l'écran de son smartphone. Non. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Mon petit ami Chad, il est investisseur en crypto-monnaie. Il m'a dit que si je virais les 2 millions sur son portefeuille offshore, il les doublerait en un mois. Il a dit que nous pourrions te larguer et déménager à Dubaï ensemble. Alors, je lui ai viré l'argent cet après-midi,
mais son téléphone est déconnecté et il m'a bloqué sur Instagram. Au moment où elle passa aux aveux, toute la salle de bal tomba dans un état de stupéfaction totale. Richard se croyait le cerveau de l'opération, utilisant sa maîtresse comme un jouet. En réalité, Chloé avait un petit ami plus jeune, et il s'était joué de Richard comme d'un parfait imbécile, vidant son crédit jusqu'à l'os et le laissant porter le chapeau. Tu m'as escroqué? J'ai signé une garantie personnelle de 2 millions de dollars pour toi. Lâche-moi, espèce de vieux dégoûtant. Je suis une victime moi aussi. Chad a ruiné ma vie. Alors que tous les deux commençaient à se disputer et à se battre de manière pathétique sur le sol, les invités de l'élite les regardaient avec un dégoût absolu. La dignité de Richard en tant que PDG, sa fierté d'homme tout s'était envolée. Il n'était plus qu'un clown pathétique. Silence. La voix d'Harrison Caldwell mit fin au chaos. Richard et Chloé levèrent les yeux avec terreur. Chloé Brentwood, même si vous avez été escroquée par votre petite amie, en tant que directrice de Luminou Consulting, c'est vous qui avez autorisé ce transfert frauduleux. Vous êtes personnellement responsable de dommages civils massifs et de poursuites fédérales pour fraude bancaire. Chloé hurla de terreur et s'effondra sur le sol, pleurant de manière incontrôlable. Harrison tourna ensuite son regard perçant vers Richard, qui était trempé de sueur. Et Richard, vous êtes le garant personnel du prêt. Puisque la société Écran est en faillite, ces 2 millions de dollars sont désormais votre dette personnelle. La banque va bloquer tous vos actifs personnels et entamer la saisie de vos propriétés dès demain matin. Harrison poursuivit impitoyablement, de plus, à compter de ce soir, vous êtes révoqué pour motif grave pour avoir infligé des pertes financières massives à cette entreprise. Vous perdez l'intégralité de vos indemnités de départ. Sterling Tech Solutions va également vous poursuivre personnellement pour la restitution de tous les fonds détournés. 0 indemnité, un procès massif pour détournement de fonds et une dette personnelle de 2 millions de dollars auprès d'une grande banque. Des larmes de détresse coulaient sur le visage de Richard. La veille, il riait de moi, me traitant de parasite inutile, me jetant hors de ma propre maison sans rien. Ce soir, il était ruiné, endetté à hauteur de millions de dollars, dépouillé de son statut social et promis à une arrestation imminente par le FBI. Il tituba vers moi, ses jambes se dérobant sous lui alors qu'il s'effondrait à genoux sur le sol en marbre, pleurant à chaudes larmes. Devant des centaines de personnes, le PDG autrefois si arrogant s'effondra dans des sanglots bruyants et pathétiques, tendant ses mains tremblantes vers moi dans un geste de désespoir absolu. Je fis un pas en arrière lentement, mettant de la distance entre ses mains tremblantes et moi. Richard, tes mots auraient pu avoir de l'importance pour moi si tu les avais prononcés la nuit où Tyler se battait pour sa vie aux urgences. Ma voix calme et glaciale s'abattit sur lui. Pendant que tu buvais du champagne avec elle, j'étais assise seule dans un couloir froid, en train de prier Dieu. Richard tressaillit violemment. Je me fiche de ce qui t'arrive. Quand je prononçai mon verdict final, Richard laissa échapper un gémissement de désespoir pur, frappant le sol de ses poings. Pas une seule personne ne lui offrit la moindre pitié. Réalisant que j'étais une impasse, Richard leva les yeux et vit Béatrice figée dans un coin de la pièce. Maman, Richard rampa vers sa mère comme un animal désespéré. Maman, aide-moi. Tu as encore le domaine des Hantons. Vends la propriété et rembourse ma dette. Je suis ton fils. Ne m'abandonne pas, mais le geste que Béatrice fit ensuite glaça définitivement le cœur de Richard. Béatrice le regarda d'en haut comme s'il s'agissait d'un rat d'égout malade. Elle écarta violemment sa robe coûteuse de sa poigne et repoussa sa main d'un coup de pied. « Ne me touche pas » hurla Béatrice, sa voix se brisant sous le coup de la panique. « Tu as perdu la tête? Une dette de 2 millions de dollars? Vendre mon domaine? Pourquoi diable devrais-je payer pour tes erreurs dégoûtantes? Maman, c'est moi. Je suis ton fils de génie. Tu es fier de moi. Fier de toi. » Le visage de Béatrice était violet de rage. « Tu m'as donné de l'argent que tu avais volé au père décédé de ta femme. Tu t'es fait escroquer de 2 millions de dollars par une maîtresse bon marché. Tu n'es pas un PDG. Tu n'es qu'un vulgaire criminel. Tu as ruiné ma retraite. » Pour Béatrice, dont l'existence entière tournait autour du statut social, un fils ruiné, humilié et criminel n'était plus son garçon de génie. C'était une menace radioactive pour sa propre survie. « Tu es une honte. Je coupe tous les ponts avec toi. »« Maman, non. » Richard fixa sa mère avec une incrédulité absolue.
Les personnes qu'il croyait être ses alliés, sa maîtresse, sa mère ne l'aimaient que lorsqu'il avait de l'argent. Une fois l'illusion de son pouvoir brisée, il se retrouvait entièrement, désespérément seul. Sécurité, s'il vous plaît, escortez ces personnes à la sortie. Elles perturbent le gala. Quand je donnai l'ordre calmement, une douzaine d'agents de sécurité de l'hôtel encerclèrent Richard et Chloé. Lâchez-moi. Je suis le PDG. C'est mon entreprise. Richard se débattait et hurlait comme un fou, mais personne ne l'écoutait. Chloé fut traînée dehors, pleurant de toutes ses forces en répétant que ce n'était pas sa faute. Béatrice cacha son visage derrière son éventail et s'enfuit de la salle de bal, tentant d'échapper au regard réprobateur de ses pairs de l'élite. Une fois le chaos dissipé, un silence pesant s'installa dans la salle de bal. Je pris une profonde inspiration, montai les marches de la scène et ramassai le micro. Des centaines d'yeux étaient fixés sur moi. Mesdames et messieurs, commençai-je, ma voix étant claire et stable. Je m'excuse profondément de vous avoir fait assister à une scène aussi honteuse lors de ce qui devait être une soirée de célébration. Je m'inclinai profondément devant la foule. J'entendis des murmures disant « Ce n'est pas de votre faute, Éléanore. Il l'a bien mérité. » Il y a 30 ans, lorsque mon père a fondé cette entreprise, sa philosophie centrale était le bonheur de ses employés et une intégrité absolue avec nos partenaires. Au cours des dernières années, ces valeurs ont été détruites. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'assume l'entière responsabilité d'avoir laissé cela se produire. Je suis sincèrement désolé. Je m'inclinai à nouveau. Je vis quelques membres vétérans du conseil d'administration s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Demain matin, je convoquerai officiellement un conseil d'administration extraordinaire pour nommer une nouvelle équipe de direction. Je souhaite proposer l'homme qui a passé sa vie entière à protéger cette entreprise et ses employés, Marcus Thorne, pour le poste de directeur général. Marcus leva la tête d'un coup sec, sous le coup de la surprise. Mademoiselle Sterling, je ne peux pas, Marcus, il n'y a personne d'autre, lui souris-je chaleureusement. Tu aimes cette entreprise et ses employés plus que quiconque. Harrison Caldwell reviendra en tant que directeur juridique pour t'épauler. Mesdames et messieurs, je vous invite à continuer de soutenir la nouvelle Sterling Tech Solutions. Au moment où je finis de parler, la salle de bal fut silencieuse pendant une seconde, puis elle explosa dans une standing ovation tonitruante. Félicitations, Marcus. Bon retour, Harrison. Les membres du conseil d'administration, les investisseurs, les employés, tout le monde souriait, applaudissant chaleureusement pour célébrer la renaissance de l'entreprise. En écoutant ces applaudissements, je reposai calmement le micro sur son support. Les chaînes lourdes et glacées qui entravaient mon cœur depuis 20 ans se brisèrent complètement, tombant en poussière. Je n'avais plus à endurer. Il n'avait plus à simuler des sourires. Je laissai la scène à Marcus et Harrison et m'éclipsai discrètement de la salle de bal. En sortant du hall de l'hôtel, la nuit était avancée. Alors que je me tenais sur le trottoir en attendant ma berline, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un SMS de Tyler, « Maman, les burgers sont sur le grill. Rentre vite. » Au moment où je lus cette courte phrase, les larmes que j'avais retenues toute la nuit coulèrent enfin sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes chaudes et indéniables de pure joie. En réalisant que la chose la plus importante de mon univers était en sécurité et m'attendait. Je suis en chemin, j'essuyai mes larmes et levai les yeux vers le ciel nocturne de Chicago. À travers une trouée dans les nuages, une unique étoile brillante scintillait doucement. Elle ressemblait exactement au sourire chaleureux et fier de mon père. 6 mois passèrent. Le rude hiver de Chicago fit place à un printemps doux et venteux, et les parfums du début de l'été commencèrent à flotter sur la ville. En ouvrant les baies vitrées de notre appartement, une brise légère et agréable balaya le salon. Sur l'îlot de cuisine, 2 tasses de café chaud fumaient à côté de l'odeur de bacon croustillant. « Salut, maman. On fait des œufs brouillés aujourd'hui. » Tyler sortit de sa chambre en portant son uniforme de lycéen, les cheveux en bataille à l'arrière de la tête. Au cours des 6 mois qui avaient suivi son opération, il avait grandi de 3 cm, son visage perdant ses rondeurs enfantines au profit d'une mâchoire mûre et assurée. Il était en parfaite santé et s'épanouissait au lycée. « Salut. Je fais des omelettes au fromage aujourd'hui. Tes préférés. Installe-toi. » Je souris en regardant Tyler s'installer joyeusement sur un tabouret de bar. Dans cette maison, il n'y avait plus de matinée rythmée par les cris de colère d'un homme.
Il n'y avait plus cette tension étouffante à devoir marcher sur des œufs simplement pour traverser la journée. Il n'y avait que de la paix. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit d'il y a 6 mois. Dès le lendemain, le conseil d'administration avait officiellement nommé Marcus Thorne au poste de nouveau PDG. Sous la direction juridique implacable d'Harrison Caldwell, l'entreprise avait nettoyé chaque once de la comptabilité toxique de Richard, rétablissant des opérations saines et transparentes. Grâce à la gestion sincère de Marcus et au travail acharné des employés, la confiance que nous avions perdue auprès de nos investisseurs fut pleinement restaurée. J'en restais la propriétaire majoritaire, mais je me retirais des opérations courantes, les laissant entièrement entre les mains expertes de Marcus. À chaque fois que je lisais les rapports trimestriels exceptionnels qu'il m'envoyait, je ressentais une profonde chaleur en sachant que l'entreprise de mon père était enfin en sécurité. Pendant ce temps, Richard connut une fin totalement catastrophique. Le prêt d'entreprise de $2 millions fit défaut sur sa personne. Sterling Tech Solutions le poursuivit avec succès pour détournement de fonds et la banque gela et saisit absolument tous les actifs qu'il possédait. Ma demande de divorce fut validée sans encombrer, l'accord postnuptial ayant été annulé pour fraude caractérisée, je forçai légalement la vente de la maison de Winnetka et récupérai ma moitié légitime augmentée d'une somme forfaitaire importante ordonnée par le tribunal pour l'arriéré de pension alimentaire de Tyler. Richard fut contraint de déclarer sa faillite personnelle. Le FBI perquisitionna ses comptes restants pour fraude bancaire et vol qualifié. J'ai entendu dire par des intermédiaires qu'il avait accepté un accord de plaider coupable pour éviter la prison fédérale et qu'il purgeait actuellement 5 ans de mise à l'épreuve. Vivant dans un studio miteux et effectuant des travaux de chantier pénibles au jour le jour pour s'acheter à manger, Chloé Brentwood ne s'en sortit pas beaucoup mieux. Le petit ami qui lui avait volé ses 2 millions s'était volatilisé, la laissant complètement ruinée, poursuivie par l'entreprise pour son rôle dans la société écran. Elle fut expulsée de son penthouse de River North et reniée publiquement par ses parents. Et Béatrice Vance, la femme dont l'existence entière s'était bâtie sur un orgueil arrogant, subit l'humiliation ultime lorsque les créanciers agressifs de Richard commencèrent à la harceler à son country club et chez elle. Sa réputation mondaine fut anéantie du jour au lendemain. Elle fut contrainte de vendre son magnifique domaine à perte pour échapper aux agents de recouvrement et elle vit désormais dans une petite chambre d'amis chez des parents éloignés dans un autre état. Eleanor, je suis tellement désolé. J'ai eu tort. S'il te plaît, envoie-moi juste un peu d'argent. Juste pour cette fois. Elle eut l'audace de m'appeler sur mon portable il y a quelques mois, en pleurant et en suppliant. Je lui répondis calmement, Béatrice, pourquoi m'appelles-tu? Je suis sûr que ton fils de génie, ce PDG d'élite, s'occupera parfaitement de toi. Je raccrochai et bloquai son numéro. Ce fut mon adieu final aux personnes qui avaient torturé mon esprit pendant 2 décennies. Maman. Tyler prit une bouchée de son omelette au fromage et me scruta du regard. Oh, pardon, mon chéri. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Qu'est-ce que tu disais à propos de l'université? Je pense que je veux postuler au programme de premier cycle en commerce à Northwestern. Je sillais de surprise. En commerce? Mais tu parlais d'étudier l'ingénierie le mois dernier encore. Tyler se gratta l'arrière de la tête, semblant un peu embarrassé. Mais il me regarda droit dans les yeux. Ouais, mais l'oncle Marcus est venu me voir il y a quelques semaines. Il m'a raconté toute l'histoire. Il m'a dit comment grand-père avait bâti l'entreprise à partir de rien pour aider les gens, et comment toi tu avais tout risqué pour la protéger et sauver les employés. Maman, un jour, je veux bâtir une entreprise comme celle de grand-père. Un endroit qui protège réellement les gens. Au moment où j'entendis ces mots, ma gorge se serra et ma vision se brouilla de larmes chaudes. Le garçon faible et terrifié qui fixait le sol pendant que son père lui hurlait qu'il était un parasite défectueux et inutile avait disparu pour toujours. Il se tenait sur ses 2 pieds, regardant fermement vers son propre avenir radieux. Tout ce pourquoi je m'étais battu en valait la peine. Je sais que tu seras un PDG incroyable, Tyler. Je vais te soutenir à chaque étape du chemin, je souris à travers mes larmes et Tyler hocha la tête joyeusement. J'y vais. D'une voix vive et énergique, Tyler attrapa son sac à dos et franchit la porte d'entrée. Après l'avoir regardé partir, je m'approchai de la fenêtre et m'appuyai contre la vitre, contemplant le ciel bleu azur et infini de Chicago. Papa, j'ai enfin récupéré ma vie. Chuchotai-je dans mon cœur, et j'aurais pu jurer ressentir une brise tiède effleurer ma joue, semblable au rire doux de mon père. Je m'appelle Eleanor Sterling. J'ai 48 ans.
J'ai été autrefois méprisée en tant que femme au foyer, impuissante et ignorante, presque dépouillée de tout ce que j'aimais. Mais aujourd'hui, je n'ai plus à guetter l'humeur de quiconque pour survivre. Debout dans la lumière chaleureuse de mon propre foyer, je pris une profonde inspiration. Aux côtés de mon fils, je marchais enfin sur mes deux pieds, avançant d'un pas ferme vers une nouvelle vie magnifique.